À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. 20h, 21h30, Saïd Hamda et son équipe jouent les prolongations en direct chaque lundi. Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Prolongations. Pour une fois, on commence à l'heure. Sachez que j'ai mis un grand coup de pression dans la fourmilière pour qu'on puisse commencer enfin à 20h15. Et les équipes ont été très bonnes. Félicitations à Florian, Abdé et Moha en régie qui ont tenu les engagements. Ils s'applaudissent eux-mêmes. Incroyable. Avant de vous présenter le programme de cette émission, je suis obligé de présenter les équipes autour de moi. On est galant dans cette émission. On commence par notre invitée, Émilie Ross. Comment ça va, Émilie ? Eh ben, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous. On a passé une bonne introduction. Cool. Les gens ne le savent pas, mais l'accueil est très bon. Merci. Bah, t'as encore rien vu. C'est comme, c'est comme le chocolat. Tu fais goûter. Bah là, tu vas voir la boîte en entière. En plus, Émilie, on t'a mis un petit mot. Regarde, en dessous de ton nom. Oh là là, bah voilà, Queen Bee, c'est moi. Voilà. Merci. Queen of meuf de foot. Queen E, parce que du coup, Emily. Queen of bonhomme de foot, c'est magnifique. Je sais pourquoi j'ai mis ça ou pas. Je sais pas, mais c'est très bon. Mais est-ce que tu sais pourquoi j'ai choisi bonhomme of the foot ? Ben non. Parce que t'as dit dans une interview que tu n'utilisais pas mec de foot. C'est vrai. Et au début j'avais fait le liner mec de foot et quand j'ai lu l'interview je me suis dit non, on va la surprendre. Le mec travaille, le mec bosse. Bien sûr. Le diable est dans les détails. Exactement, on vient pas les mains dans les poches. Il y a au moins 2 personnes qui lisent des interviews de moi, ma mère et ça y est. Voilà. Exactement. En tout cas, donc tu as inventé le hashtag meuf de foot. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? C'est un hashtag que j'ai créé sur Twitter parce que je live tweetais des matchs de foot et à l'époque, tu sais, les hashtags, tu pouvais en sortir assez facilement. Et c'était juste pour dire que j'étais une meuf qui kiffait le foot. Et puis je me suis aperçue que j'étais pas toute seule et donc le hashtag a pris et il y a autant des hommes qui suivent le hashtag que des meufs, donc c'est vraiment top. Du coup après j'en ai fait une marque pour faire des t-shirts pour protéger le hashtag parce que j'avais très peur qu'il soit pris et happé par Il y a un des petit personnes. capitaliste qui vend les t-shirts à ta place justement. Oui, ou tu sais que ce soit mal interprété parce que moi je suis vraiment une meuf qui aime le ballon et qui aime pas les footballeurs mais le ballon. Et pour moi c'était important de le préciser. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une marque, aujourd'hui je sponsorise même, je suis sponsor maillot d'une équipe féminine amateur à Aix et j'en suis très fière. Donc voilà, en fait tout ce que je peux gagner avec Meuf de foot, je le réinvestis sur des clubs amateurs. Et je travaille avec un club de Ligue 1 aussi. Et Tu travailles avec un club de Ligue 1. Je travaille avec un club de Ligue 1, je travaille avec plusieurs clubs de Ligue 1 dans mon vrai travail, parce que je suis digital manager dans une agence Mais de com. meuf de foot, y a pas eu une collab avec l'AS Monaco ? Ah si, c'est vrai. Si, J'ai travaillé. J'ai travaillé. Et en parler. Si, ouais, le club m'a contacté parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de supportrices monégasques qui suivent le hashtag et du coup on a créé un t-shirt et mon t-shirt et ma tête étaient dans la boutique de l'AS Monaco, ce qui était énorme pour moi et surtout qu'après il y a eu le confinement donc ma tête est restée dans la boutique jusqu'à la fin, jusqu'au déconfinement. La petite fierté de mon ça c'est père. incroyable. Et on va finir ta présentation en disant que tu travailles aussi pour Free Ligue 1. Exactement. Ouais, je fais les émissions, la Team YouFoot, les émissions de Thomas Tourou sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est disponible sur l'application, qui est une application gratuite où vous retrouverez tous les résumés des matchs en direct. Vous avez toutes les images, c'est gratuit. Free Ligue 1 Uber Eats. Au début c'était payant et ensuite, comme c'est Free, tu vois, Free ils aiment bien casser les prix, ils aiment bien faire pas comme les autres. Ils ont tout compris. Bon, Bim. exactement. Enfin, ils ont presque tout compris parce que ça, pour la petite anecdote, ils avaient lancé une sorte de casting ouvert aux gens en recrutant un chroniqueur venu de la twittosphère. Je la vois venir là. Et moi, j'ai participé. Donc ils ont pas tout compris finalement. Voilà, exactement. J'ai participé, j'ai relancé le mec plein de fois. Jusqu'à un moment, il a arrêté de me répondre. Il a dit: oh frérot, t'es nul. C'est bon. Je prends le point, je fais remonter l'information. Merci bien. Je voulais faire cette émission que pour cette info-là. Non, je rigole. C'était pas prévu, j'aurais dit. Il m'a invité que pour faire remonter. C'est le service client de Émilie. Tu vas venir, Saïd, je te promets. Non, t'inquiète, avec plaisir. Je présente mon acolyte juste à côté de toi, Mehdi Ouziran. Comment ça va, mon ami ? Ah, très bien, et toi, Saïd ? Ça va. Mehdi, on a changé ton liner pour une fois. Younes de Pardieu. Les gamins. Aïe. Mais c'est moi, quel autre enfoiré est dans cette émission ? Tranquille, ça lui fera plaisir. C'était notre invité la semaine dernière. C'était notre invité la semaine dernière, Il y a exactement. son nom encore cette semaine dans l'émission, ça lui fera plaisir, c'est cool. Exactement. De l'autre côté, c'est sa première. Ah oui. Valentin Nonorg est avec nous. Bah écoute, ça fait plaisir de débuter l'aventure Les Prolongations et on espère aller loin avec vous. Hein. Ah, tu sais pourquoi ? Regarde ton liner, regardez. C'est ça. En fait, le liner, je lui ai envoyé par erreur tous les liners, dont le sien.
Et donc il m'a dit t'inquiète, en émission je ferai semblant d'être surpris pour faire plaisir. Je vous jure qu'il m'a dit ça. Et vas-y, j'ai pas fait d'école de théâtre, je suis pas un très bon acteur. Il a même pas essayé. Il a même pas essayé. Mais tu sais pourquoi j'ai mis grand rêve de Julien Butte pour Butte? Parce qu'il a la même voix. Est-ce que tu peux faire... Non, presque la même voix. T'as la même voix en ayant mué un petit peu. Est-ce que tu peux nous faire salut l'équipe avec la voix de Julien Butte, s'il te plaît? Wesh l'équipe, c'est Julien Butte. C'est pas incroyable? Je jure qu'il a participé au casting. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit toi t'es sélectionné juste pour faire cette vanne. Ah mais j'ai pas eu le golden buzzer malheureusement. Tu sais quoi? Vas-y, vu que t'es là, j'allais te le donner. Et je me suis dit, je peux pas donner le golden buzzer à trop de gens. Ouais. Et je l'avais déjà donné à Betty avant toi. Et je me suis dit, je peux pas mettre 2 golden buzzer dans l'émission. Mais j'allais te le donner. Sache-le. Tu sais, il est content, il va envoyer un texto à son papa. En fait, le golden buzzer, je l'ai mérité. Ah oui, bah oui. Et enfin, je présente le taulier de cette émission, Yacine Ferguson. Merci Saïd, bonsoir à tous, bonsoir à Émilie et merci de ta présence. J'aurais bien voulu que tu viennes avec des t-shirts meufs de foot, mais je me voyais mal porter cette marque. Donc, pourquoi pas Et pourquoi pas On a parlé foot féminin ensemble. Ça, il faut le dire aux gens. Il faut des maillots à ma taille. T'inquiète. On s'occupe. Pas de soucis, avec grand plaisir. On fera une édition limitée pour toi, Ferguson, ne t'en fais pas. Très bonne initiative, en tout cas, Émilie. En tout cas, au sommaire de cette émission, on va faire une large page Ligue 1 comme à notre habitude. 4 candidats pour une Ligue 1. Est-ce que vous avez la ref du jeu de mots ou pas? Parce que là, j'étais très inspiré. 4 mariages pour une lune de miel. Moi, je sais pas, c'est un film. Oui, mais moi, je suis un mec à l'ancienne. Ouais, d'accord. En fait, il a la meilleure ref. Il a la vraie ref. Il a la vraie ref. Voilà. Ma culture ne va pas jusque là. Moi, ma culture s'arrête aux portes de TF1. Sachez-le. Ça s'arrête surtout aux années 90. Non, parce que regarde après, il y a quoi? Moi, les Nerazzurri sur le deuxième. Bah oui, les Nerazzurri. Nerazzurri. Exactement, j'aurais pas dû choisir ce mot-là dans le sommaire. Les Princes de la Ville. Tu es obligé de la voir. Mais c'est quoi? Dis-moi. Les Princes de la Ville. Bah bien évidemment. D'accord, parce que moi j'ai une autre référence encore. Un film qui s'appelle Les Princes de la Ville. Vatos Locos, c'est un film à l'ancienne. Ouais, mais on est né sur les Chicanos. Donc voilà, mais Les Princes de la Ville, c'est la base, c'est 113, effectivement. Il fait critique cinéma aussi sur ses heures perdues. Sachez-le. Toujours, on en parle de tout, on est des caméléons. Donc on va parler du derby milanais remporté par l'Inter 3-0. Et enfin, on va finir par une large page Ligue des Champions. Madrid contre le reste du monde. As-tu la ref? T'as des refs à chaque. Je l'ai pas là aussi. Oui, mais en fait c'était TF1. Là c'est. Non, mais on s'est creusé le haricot. Là c'est plus. Là c'est une chaîne concurrente. 12. Non, W9. Les Marseillais contre les restes. Voilà. MRC, hein. Je te suivrai pas là. Je valide pas. Je vois que ça se désolidarise. Les Princes de la Ville, pas mal quand même. Ça va. On peut revenir à 113, c'était bien. Ouais, on s'arrête sur 113. Tu peux couper la fin, la punchline qui est pas validée. On jette ça à la poubelle. En tout cas, on se lance tout de suite. C'est la page Ligue 1. Ces prolongations, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Dites-vous que c'est un autre match. Tu peux lancer maintenant le petit jingle de Ligue 1. On a investi un petit peu, hein. Petit budget et tout. Change. Ouais, je fais un petit peu graphiste autodidacte, tu sais, pendant le confinement. On s'est un petit peu amusé. C'est beau, c'est propre, les gars. Non, mais on est vraiment bien reçus. Votre studio est très bien. T'inquiète pas, Émilie, non. Ah ouais, on est bien. T'inquiète pas, Émilie. On est qu'à 10%. Non, je rigole. Tu sais qu'à la fin, elle va se dire, il abuse. Le gars, il a 95% déjà et il ment. Je suis en régie. Les gars, trouvez une autre idée parce que là, je fais que de nous survendre. Un deuxième verre de Hawaï, c'est les 5% restants. Ouais, c'est ça. Ça va arriver en fin d'émission pour se désaltérer. On arrive sur la page Ligue 1, 4 candidats pour une Ligue 1 parce que la Ligue 1 cette année est très très serrée. On a le PSG, Lyon, Lille et Monaco qui se battent pour le titre très clairement. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. On va commencer par l'affiche du week-end. PSG, Monaco. Paris a malheureusement, parce qu'on est dans une radio parisienne, oui, on prend le parti de Paris ici, a malheureusement perdu 2-0 après une belle performance en Ligue des Champions plus tôt dans la semaine face au FC Barcelone. Finalement, est-ce que c'est une défaite un petit peu logique? On redescend un peu sur terre après une si grosse performance, Émilie. Alors, défaite logique, je ne sais pas. Non, je ne m'attendais pas à un grand match, mais je ne m'attendais pas à ne rien voir à ce point-là, en fait. Moi, ça m'a... Enfin, vraiment, hier, ça m'a énervé. C'est-à-dire que quand tu aimes Paris, tu as l'habitude des ascenseurs émotionnels où tu passes de la joie à la tristesse, etc. Là, dimanche, on a vraiment bouffé notre pain noir, quoi. C'était laid, c'est ce que je disais, il n'y a pas un top. Tu peux pas retenir un top joueur. Il s'est rien passé et surtout... Moi, je salue surtout les Monégasques parce que, par contre, eux, leur jeu était parfait. La lecture du jeu, la strat, tout était bon. Et c'était beau à voir ce qu'ils ont fait. C'était aussi beau à voir que Paris était moche à voir, à mon sens.
J'aime bien, ça finit avec une punchline et tout. Mehdi, supporter parisien aussi. Comment tu analyses ce match perdu par les Parisiens 2-0, on le rappelle, sur un but de Maripane et de Sofiane Diop. Sofiane Diop, ouais. Tu peux beaucoup plus saluer les Monégasques que saluer la mauvaise prestation entre guillemets des Parisiens. Parce que finalement, le PSG a fait face à un bloc monégasque qui les a totalement empêchés de développer leur jeu, tu vois. Ils étaient très en place, les hommes de Kovac. Et en plus de ça, quand tu regardes le match de Monaco hier, tu dis finalement que voir une équipe bien défendre, bah, ça peut donner quelque chose de beau. Bien défendre, c'est pas forcément poser le bus. C'est aussi savoir faire le pressing au bon moment, être bien accordé. Et c'est ce qu'a fait Monaco hier. Du coup, une défaite logique, je dirais pas logique, mais quand je vois le plan de jeu, enfin au début, avant le match, je dis pas logique, mais quand tu vois en fait le déroulé du match et le plan tactique des Monégasques respecté à la lettre par tous les joueurs et même par ceux qui sont entrés ensuite, et les idées de Kovac en fait, il a eu des idées, elles sont super bien transmises sur le terrain, tu vois. Donc c'est là où tu dis que finalement, ils méritent leur victoire, les Monégasques. Ouais. Valentin, pourquoi le PSG s'est retrouvé face à un mur ? Je pense que l'homme clé du match, c'était vraiment Niko Kovac. On l'a vu, au contraire de Mauricio Pochettino, qui était comme à son habitude ces derniers temps, beaucoup sur le banc, qui observait beaucoup. Niko Kovac, lui, il était toujours à la limite de sa zone technique, à haranguer ses joueurs. Voilà, Sofiane presse bien, Kevin, vas-y, tout ça. Et du coup, les Monégasques n'ont pas arrêté pendant 90 minutes de faire des efforts, d'aller au pressing. Ils ont énormément cadré, notamment le milieu parisien, qui a été rendu assez inoffensif, j'ai trouvé hier. Donc voilà, pour moi, l'homme, c'était Niko Kovac hier. Yacine, et après on va recevoir Moha parce qu'il nous a fait une petite palette tactique. Bien sûr, on a les clés du match. Pourquoi Paris a perdu, expliqué par Moha. Ça arrive dans 1 minute, juste après ton intervention, Yacine Ferguson. Parfait. Écoutez, moi, quand tu parles de défaite logique, pour moi, ça peut être une défaite logique et qui s'explique aussi par rapport au match de Ligue des Champions. Parce que quand tu as un match aussi important, effectivement, je suis content que tu en parles. Mais c'est aussi important de donner les raisons et la genèse de ce relâchement. Parce que je pense que la Ligue des Champions, ça te met tellement émotionnellement au top niveau que quand tu reviens en Ligue 1, tu as un relâchement naturel qui fait que Paris, ils se sont dit peut-être qu'on va pouvoir gérer le match. On est à la maison, tranquille, on a fait le travail en Ligue des Champions. Et je pense que Monaco s'est servi de ça. Niko Kovac, vous en avez parlé, c'est très très bien servi de ce match. Je pense qu'il a dû faire une palette comme nous fera Moha. C'est peut-être Moha qui lui a fait la palette, on ne sait pas d'ailleurs. En tout cas, Moha, il va trouver peut-être du travail au PSG grâce à nous. Exactement. Donc Moha, sois sérieux aujourd'hui. On compte sur toi. La contre-palette de Moha. Tout à fait. C'est sa première, on trouve déjà d'autres noms. On est dans la création. Tout à fait. Et du coup, une victoire tactique, comme vous l'avez souligné. Et surtout, moi j'insiste sur l'art de jouer les contres façon monégasque, parce qu'ils ont réussi déjà à stopper l'attaque parisienne. J'ai pas vu Icardi, j'ai pas vu Mbappé, ils les ont éteints. L'axe central, Dissassi et Maripane aussi. Franchement, incroyable. En même temps, Axel Dissassi, il est préparé par un ami à moi qui est préparateur physique, et il m'avait dit déjà qu'il allait faire un gros match sur ce match-là. Donc je tiens à le préciser, à le souligner. Et devant, ça allait à 2000. Que ce soit le petit Diop, Wissam Ben Yedder, Voland, qui est très très bon, qui a réussi à s'adapter au style de jeu. Vraiment, félicitations aux Monégasques. Tu sais, eux, c'était hyper fluide. C'était la natation synchronisée chez eux. Ils ont défendu à 5 qui réattaquaient derrière. Non, mais c'est vrai, le côté monégasque était vraiment beau. Et moi, ce que je reproche, c'est qu'effectivement, Paris n'a pas réussi. Tu sais, ok, tu vois la première mi-temps, t'as compris. Parce que la deuxième mi-temps des Monégasques, c'était la même que la première, j'ai envie de te dire. Ils sont restés réguliers. De ce fait, tu te dis, mais qu'est-ce que vous avez pas vu que nous on a vu tranquille sur notre canapé. Donc au bout d'un moment tu t'attendais, en tout cas moi je m'attendais à ce qu'en deuxième période, parce qu'on s'est déjà vu faire ça, tu t'en prends 2 puis bon après t'en mets 3, allez terminé, bonsoir. Sauf que là, réaction 0. En fait, le plan monégasque a fonctionné jusqu'au bout, quoi. Il va falloir pointer parce qu'il y a eu très peu de changements. Donc ce que vous avez pas vu, mais surtout ce que Pochettino a pas vu. Ou a vu trop tard peut-être. Pourquoi il n'y a pas eu de changement, ou a vu trop tard. Avec l'entrée de Verratti, parce que par exemple, on parle du pressing qui a été super bien fait et super bien respecté par les Monégasques. Ça, il faut le saluer, c'est clair et net. Ça a été même beau à voir. Mais je suis désolé, si tu as un mec par exemple comme Marco Verratti, il te permet il peut garder le ballon, technique, il peut ressortir le ballon du pressing, et c'est pas des mecs comme Herrera ou Gay qui vont réussir à le faire. Mais tu sais très bien comme Pochettino, avec d'autres hommes, en fait, ce que je dis, c'est que ce plan t'aurais pu le contrecarrer. Je dis pas que c'est sûr et certain, mais avec d'autres hommes, t'aurais pu avoir. Quand tu vois la compo de départ, si tu vois Herrera et Gay, tu sais que c'est une équipe qui va courir, c'est pas une équipe qui va être créative, et c'est une équipe qui à un moment donné va se faire contrer. C'est logique, parce que t'as besoin de. Parce qu'on aurait pu s'adapter aussi avant le match. Tu mets Herrera et Gay, tu sais pas comment Monaco va jouer. Et une fois que tu le vois,
à la mi-temps, tu fais sortir un des deux, tu fais tu rentrer voulais un Oui, mais réajustement. du coup, quand Verratti est rentré, ça n'a rien changé. Non, mais En parce plus, que il y a Rafinha parce qui que est le mal rentré était fait. aussi. Le mal était Il a fait. fait Et rentrer les deux Valentin, et- on laisse Valentin s'il vous plaît. Bah, Et il dernière a- intervention, ouais, après on fait rentrer Moha. comme tu disais, Émilie, ce que Pochettino a vu après a voulu régler, c'est vraiment quand Verratti et Rafinha sont rentrés, c'est là qu'il a fait un peu son aveu d'impuissance par rapport aux 60 premières minutes. Mais Il le pour fait trop revenir tard. au sujet, je pense que vraiment c'est les joueurs de Monaco qui ont fait un excellent match. Et d'ailleurs, Niko Kovac leur a accordé comme récompense 2 jours off De repos. après, Tout après à cette fait. magnifique victoire. C'est plus que mérité, ils ont le droit. Mais Bien moi, je reproche vraiment les changements tardifs de Pochettino. Merci les amis. Alors comme j'ai pas de conclusion, je vais juste rappeler que Sofiane Diop est à moitié marocain. Effectivement. Et ça sera notre conclusion. Et attends, non, je peux pas laisser faire ça. Quel est le rapport entre non mais c'est sérieusement Mais faut arrêter. il vient de te dire qu'il n'avait pas de Mais conclusion. dans ce cas-là, Il apporte de l'information. Il apporte Mais Voilà. c'est bizarre parce que la dernière fois pour l'émission PSG Barça, il a pas dit qu'Mbappé était moitié algérien. Donc au bout d'un moment, Mais même faut arrêter les Mbappé bêtises comme ça. mais même Mbappé attends, ne dit mais pas. ça devient- Mais ça- même Mbappé Mais ne c'est dit pas. quel genre de démission? C'est émission Mais Mbappé est à moitié algérien, Ok, c'est d'accord, vrai. ok, mais c'est bien. Et c'est très bien. Ok. Moha Jeden, tu peux rentrer dans la place. Changement de joueur, on est à la combienième? On Le est à la transfert, le 16e minute de jeu. Hmm. Valentin sort. Moha rentre. C'est comme au futsal, on fait des changements rapides. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bonsoir. Alors pourquoi on l'accueille avec cette musique là? Connaissance de la musique. Parce que il est scout pour Dijon. Ah oui, Et du coup, bah tu connais, on fait toujours des petites références comme ça fait. ça vient d'être parti chercher loin, les gars. Il est scout pour le foot ou scout dans les forêts? Je veux savoir. Parce qu'il fait des feux. Et C'est ça, dans le casting il nous a menti. Ouais, c'est des. Dans le casting il fait des cordons et tout, il a dit ouais je suis scout pour Dijon. C'est des bivouacs. Alors, mais Eh, juste je savoir suis mort. que sur l'affiche, on a mis sa photo mais c'est juste pour la sanction. Je lui ai dit envoie-moi Non, une mais photo. t'étais pas obligé de la mettre là. Je lui ai dit envoie-moi une photo, il m'envoie une photo dans sa douche. Je dis bah frère tu vas payer, ça va finir sur ta palette. À partir de la semaine prochaine on va la virer. Mais pour la première ça finit sur ta palette. C'est son Y a pas de passé problème. de foot, il se douche habillé. Et très souriant sur cette Oui, photo. hein. oui, bien sûr. Vraiment. Et pourtant, Émilie tu dis ça, Là, il est à c'est donc. très Non, drôle. il a un sourire très Mais il a un sourire incroyable. Incroyable. Le plus Le beau nombre- sourire de Paris, regarde-le. Le nombre de filles C'est qui a bien, t'es réussi à pas gêné en charmer. plus. Non, Pas je suis gêné, pas c'est gêné. parfait. Mais j'aime bien. C'est gentil. Depuis tout à l'heure, on le voit, Moha, il est tranquille et au moment de faire sa palette, quand j'ai dit Moha rentre, il a mis ses lunettes en mode là on rentre Ça dans y la est, Je suis là. obligé, Dans le sinon mode- je vois- dans sinon le mode sérieux. je vois pas grand chose. Bah écoute, Yacine, je pense qu'il va juste te décaler un Bien petit sûr, peu pour. bien sûr. Ou je sais même pas, non, en fait, il y a pas besoin. Non, pardon, Yacine, t'as pas besoin de te décaler. Ça me dérange pas. Si t'as besoin ou pas. Non, moi je pense que je Moi, tu me dis, avec Ici plaisir. Comme ça, il travaille dans des conditions optimales. Tu peux demander à la régie si tout est ok. Si la régie, tout est ok, on voit pourquoi Moha. On va voir pourquoi Paris a perdu, tout simplement. Explique Moha. Ouais, Ah attends, oui, petit c'est jeu de mots. vrai, le Explique-moi. Et c'est pas mon idée. D'habitude, quand c'est mon idée, je me la raconte. Mais cette fois, le génie, c'est Abdé en régie. Oh. Propose qu'on l'applaudisse. Bravo Abdé. Monsieur jeu de mots, monsieur Eh, jeu de mots. vous savez que je l'ai appelé à 23h il y a 2 jours et je lui ai dit tu peux me rappeler ton jeu de mots frère? Je m'en souviens plus. Je vous jure que c'est vrai. Moha, je te laisse, c'est ta chronique, c'est toi, c'est quand tu veux, c'est maintenant. Donc moi je voulais appuyer sur la masterclass de Niko Kovac qui a préparé son équipe de la meilleure des manières pour moi, défensivement, qui a réussi à bloquer un maximum de relances vers l'avant en tout cas. Donc là on peut avancer sur la palette pour voir ici Paredes au milieu du terrain, qui est surtout tout de suite attaqué par Tchouaméni. Donc là il laisse un tout petit peu d'espace, donc pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc là il a obligé, on va voir par la suite, juste après, que Paredes, obligation de jouer sur l'horizontalité. Stop, tout de suite, Sofiane Diop, marge de manœuvre très minime pour Gana Gueye, parce que sur le temps de passe, Sofiane Diop est tout de suite sorti. Redédoublement de passe avec Paredes, et on va voir là la superbe attitude de Youssouf Fofana qui sort sur le temps de passe, sur le bon timing sur Paredes, qui va être obligé et contraint de jouer en retrait. Là, ici, Gana Gueye. Et là, ce qui a permis en fait à tout le bloc monégasque d'au moins gagner 20 à 30 mètres. On va le voir par la suite dès que Marquinhos va s'orienter vers l'avant. Voilà, là, on fait un arrêt sur image. On voit les deux lignes de 4 et la ligne de 2,5, on va dire, parce que Sofiane Diop va revenir sur la ligne de 4 ici pour faire un vrai 4-5-1.
On voit là, ici, les Monégasques qui ont gagné 20-30 mètres par rapport au départ où Paredes avait le ballon au milieu du terrain. Donc ça, c'est une phase du match qui illustre tout le match. Parce que tout le match, il s'est passé ça sur les 90 minutes. Donc on va passer sur l'autre séquence, qui va arriver bientôt, voilà, ici. Donc Marquinhos qui a la balle. Paredes qui est orienté dos dans le sens du jeu. Sofiane Diop, pareil, dans le temps de passe, qui va sortir sur Paredes très rapidement. Et Aguilar aussi sur Gueye. Mais là, on va voir l'attitude d'Aguilar, et c'est Aguilar qu'on va bien se concentrer. Ou on va bien se concentrer. Voilà, là. On voit là Sofiane Diop toujours en contact avec Paredes. Gana Gueye, impossible de le toucher. Aguilar qui a complètement laissé Gueye. J'ai mis une flèche ici pour dire que là, il y a au moins 25 mètres entre les deux, alors qu'au départ, il n'y en avait quasiment que 10. Il a complètement délaissé Gueye pour bloquer le couloir avec Dizazi, pour bloquer Kurzawa et Mbappé. Donc, Gueye qui va se retrouver à faire une passe vers l'avant pour Mbappé, ce qui va se passer juste par la suite, voilà. Et ici, Tchouaméni, qui a fait un très gros match d'ailleurs, qui a fait un très gros match hier, qui récupère le ballon, projection vers l'avant. Ici, le bloc est très haut, parce que moi j'ai entendu et j'ai beaucoup lu sur Twitter que oui, Monaco a joué bas, oui, Monaco a fait une ligne de 5, etc. C'était anti-football, etc. Alors que non, en fait, Monaco s'est adapté par rapport aux situations du PSG. À des moments, Monaco était très haut. À des moments, Monaco était en bloc médian. À des moments, Monaco était très bas. C'est pour ça qu'en fait, il faut saluer le travail de Niko Kovac, qui a vraiment travaillé de la meilleure des manières pour bloquer le système de jeu parisien. Ici, on a Marquinhos qui a juste Florenzi comme solution. On a Paredes au milieu qui est encadré de 5 joueurs. Donc, quasiment impossible de le trouver parce qu'il suffit d'une erreur technique, d'un temps de passe et d'un pressing pour qu'il perde le ballon. Donc on va voir par la suite. Ils vont obliger à jouer sur Florenzi. Enrique toujours sur le temps de passe, toujours sur un pressing, toujours sur le cadrage, toujours sur le bon temps de passe, qui va sortir et qui va complètement délaisser Moïskine en bas. Qui va complètement délaisser Moïskine. Récupération du ballon. Alors c'est intéressant parce que on perd le ballon du côté monégasque tout de suite et regardez ce qui se passe. Ben Yedder qui va chercher Marquinhos, Sofiane Diop qui sort sur Kipembe, ici Tchouaméni et Fofana et Aguilar à droite qui sortent très rapidement sur les défenseurs du PSG. Et on va voir par la suite ce qui va se passer. Donc là, Sofiane Diop qui n'arrête pas son pressing. On rappelle Sofiane Diop, seulement 20 ans, qui a été très bon hier. Allez, stop, voilà. Là, le pressing n'a pas marché. Verratti, forcément, c'est pas Gueye ni Herrera, techniquement, dans l'intelligence, dans la créativité, a réussi en une touche à casser le pressing adverse. Ce qui va se passer, c'est que là, Verratti, ce qu'on n'a pas vu depuis le début du match, a réussi à déstabiliser tout le pressing adverse. Donc on laisse l'action se dérouler et regardez l'attitude des joueurs de Monaco. Regardez l'attitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et Ben Yedder qui arrive 11 tout de suite. Là, on est passé en 3 secondes d'un 4 contre 4 à là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs parisiens contre 11 joueurs monégasques. Et c'est ce qui s'est passé tout le match hier. Tout le match, c'est ce qui s'est passé à répétition. Et beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup de rigueur. Et ce qui était le plus impressionnant hier, c'était la discipline de Monaco. C'était vraiment la discipline. Et vraiment, là où je dis que Kovac, c'était vraiment une masterclass pour lui hier, c'est que tout était calculé, tout était millimétré. Il n'y a pas eu, à mon souvenir, il n'y a pas eu une seule faille dans le système et dans le plan de jeu de Niko Kovac hier. Et Monaco, c'est une équipe que je suis depuis le début de l'année, que j'aime énormément. Et hier, ça a confirmé mes dires et mes pensées. Excellent. Incroyable. Excellent. Juste, moi, j'ai juste une question. Ouais, pour le kiff, est-ce que tu peux le refaire, s'il te plaît? Incroyable. Franchement, merci beaucoup, Moha. Voilà. Reste avec nous 30 secondes pour qu'on puisse un petit peu parler de ta palette. Je vais juste donner la parole à Yacine, puisque tu es coach. Donc ça te parle beaucoup plus qu'à nous, un peu néophytes de la tactique. Qu'as-tu pensé de l'analyse de Moha? Est-ce qu'on le recrute au PSG ou pas? Alors au PSG, ce sera. On va commencer par Dijon d'abord. D'accord. Et puis ensuite, non, plus sérieusement, il a très bien expliqué. Et surtout, il y a un truc que tu l'as dit au début, c'est que le but quand tu es dans une équipe qui joue comme Monaco et qui joue contre le favori, c'est de fermer les lignes de passe.
et ils ont les joueurs capables de le faire, qui ont l'intelligence de jeu pour le faire. Et sur ce coup-là, j'avoue que Monaco et Niko Kovac a réussi quelque chose de parfait. Le plan était nickel. J'ai juste, quand tu parlais de Tchouaméni, je suis d'accord avec toi, mais le travail de Youssouf Fofana, parce qu'en fait, à chaque fois, c'était que des sprints. À chaque fois, que des sprints pour essayer de bloquer les lignes de passe. Et j'ai vraiment aimé son style de jeu. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à Youssouf Fofana. Depuis le début de l'année, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1. Il faut dire la vérité. C'est pas immérité. Je rappelle l'histoire de Youssouf Fofana qui est très intéressante. Il est à Drancy en U19. Donc il signe très très tard à Strasbourg. Et il signe à Strasbourg. 6 mois après, il se retrouve chez les pros. Et 1 an après, il se retrouve à Monaco. Et là, à l'heure actuelle, il est c'est top, l'un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1. Alors là, moi, je parlais de Tchouaméni parce que c'est vrai qu'il y avait des séquences sur Tchouaméni. Mais Tchouaméni, Fofana au milieu du terrain depuis le début de la saison, franchement, c'est ce qui fait quasiment le mieux en Ligue 1. Émilie. Moi, 2 choses. 1, merci pour la palette, parce que effectivement, moi, je suis pas tacticienne. Et par contre, j'adore qu'on m'explique, et je t'ai trouvé très pédagogue. C'était très bien travaillé. C'est Donc, gentil. Très bien fait. j'adore quand on m'explique les choses. Et 2, là où je suis d'accord, mais forcément 100% avec vous, c'est effectivement le rôle de Kovac là-dessus, mais aussi la lecture du jeu des joueurs. Parce que t'as beau mettre une technique en place, et toi, tu nous diras. Respecter le plan à la Et lettre. en fait, exactement. Et c'est l'exécution. Et là, on le voit d'autant plus sur. Enfin, ils savent où se mettre et quand se mettre. Il n'y a pas de. Et surtout, le plus important, et c'est là où moi, quand je suis coach et que je vois mes joueurs reproduire et réussir à le faire, c'est la réadaptation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un match, tu sais que tu vas être en bloc bas, tu l'as dit, mais à un moment donné, il va falloir que tu mettes en bloc haut pour empêcher les lignes de passe. À un moment donné, tu te retrouves en bloc médian parce que tu es en confiance et que tu as besoin d'avoir un petit peu le ballon. En fait. Non, c'est vraiment tout est. C'est intéressant, c'est le coffre physique des joueurs pour garder ce plan tactique à la lettre de la première à la 90e. Parce que moi, hier, j'étais devant ma télé, je me dis super, première période, vous le faites, mais vous n'allez pas tenir. Exactement. Au final, ils tiennent. La prépa physique, très importante. Et je ferme ma bouche. Et deuxièmement, tout à l'heure, je parlais de il y a des défenses qui sont belles à voir. C'est ce que Mohamed montrait tout à l'heure. Quand tu perds le ballon Monaco, ils défendent en avançant. Et défendre en avançant en Ligue 1, on le voit pas toujours malheureusement. Et défendre debout aussi. Hein. Ça se jette aussi. pas beaucoup. Mais c'est pas une équipe de boucher. Hein. Je rebondis. Non, parce que, et en plus, tu as raison. Le seul boucher qu'on a vu à la rigueur à la fin, c'était potentiellement Mbappé qui a fait. Et là, tu te dis, ah merde, il a câblé, on est mal. Mais effectivement, après, là, c'était propre. Mentalement, c'était très dur pour lui parce qu'il avait très très bien cadenassé, des prises à 2, à 3. Il avait débloqué. C'est le match plus que compliqué pour les attaquants. Très très Même compliqué. Icardi, invisible. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit. Niko Kovac, là où il a été très fort, c'est qu'il s'est adapté. Parce que habituellement Monaco c'est pas du tout ce style-là qu'ils utilisent. Monaco c'est une équipe joueuse qui essaie de proposer des choses. Alors oui c'est très fort tactiquement sur la phase défensive, mais offensivement il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, etc. Là je dis pas qu'ils ont un peu annulé tout ça, qu'ils se sont un peu interdit tout ça, mais ils se sont sacrifiés sur ce match-là pour se réadapter par rapport à l'équipe. Et ça, c'est la grande force d'un très 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 bon coach. Et pour moi, Niko Kovac, c'est un très très bon coach. Et ce qui montre aussi que Monaco sait faire beaucoup de choses. Tu les vois sur le podium, honnêtement, cette année, Mohamed ? Je sais pas si tu voulais poser franchement, poser la question. moi je te réponds. J'ai vu beaucoup de matchs de Lyon, j'ai vu beaucoup de matchs de Monaco. Lyon a eu une dynamique incroyable avec 5-6 victoires d'affilée, si je me trompe pas. Mais collectivement, dans la maîtrise collective au niveau tactique, Monaco pour moi c'est 3-4 fois au-dessus que Lyon. 11 matchs, je crois qu'ils ont pas perdu. Ils ont pas perdu. Depuis le match contre mais en Lens, plus c'est le pas dernier match ils avaient perdu. Voilà, c'est pas que sur des individualités, c'est pas que sur des erreurs de l'équipe, c'est vraiment eux qui maîtrisent leur sujet. Exactement, c'est vrai, quand on parle de Monaco, en fait, on parle d'un collectif, il n'y a pas un joueur, un petit peu Ben Yedder, un peu Kevin Voland. La finition. Mais ils ne sont pas dépendants de Ben Yedder. Regarde, quand il n'était pas là. Ils sont quand même dépendants de Ben Yedder, parce que la dernière fois, je sais qu'il perdait 2-0, il finissait à 2-2, c'est lui qui fait la différence, quand même. Hein. Oui, mais sur. Il y a un gros collectif autour. Ouais, sur une fulgurance, mais t'as quand même. Mais ils sont pas esclaves de la présence de Ben Yedder quand même. Exactement. L'effectif tourne. Alors certes, Ben Yedder c'est normal, il est là aussi pour ça. Il fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 1. Kevin Voland aussi fait un super duo. C'est là où Ben Yedder il est fort, c'est qu'il s'adapte. Tu peux lui ramener Slimani, Kevin Voland dans 2 styles différents et il arrive à se calquer avec eux. Même avec Jovetic, avec Jovetic c'est pareil, ça tourne bien aussi. Ouais, puis ils ont Golovin, ils ont des super joueurs sur le banc. Moi, est-ce que je pourrais te demander une prochaine palette ? Parce que moi j'aimerais qu'on analyse Lorient. Non mais c'est vrai, vous savez pourquoi ? Parce que Lorient, ils ont mis en carafe Paris, ils ont mis en difficulté Monaco et je pense que ce serait intéressant de voir comment cette équipe. Ils ont pas mis en difficulté Lille. C'est pour ça qu'ils mais justement, pour voir. Pourquoi pas ? Moi je vais commander des palettes. Voilà. Je vais vous prendre 2 palettes, je vais prendre Lorient. En tout cas, Monaco, concurrent au titre, je pense pas, mais sur le podium, je pense fortement, ouais. Tu le mets sur la liste Lorient ? Ça veut dire quoi ? Je le mets sur la liste. On te fera revenir pour Lorient, Émilie. Ah ouais, de ouf. On te fera revenir. Ah de ouf. C'est comme ça. Les merlus. Bon écoute, voilà, merci beaucoup. Merci en tout cas. Avant que tu t'en ailles, j'ai une dernière question. Fofana, tu l'avais proposé à Dijon ou pas ?
Non, malheureusement, j'étais pas encore scout. J'étais pas encore scout à ce moment-là. Allez, merci. On t'applaudit parce que Bravo. la palette est vraiment très bien. Merci Mohamed. Valentin, tu peux revenir, ouais, en musique. Valentin Butz. Je ne lâcherai jamais avec ça. Il est foutu. Alors juste pour finir ce chapitre Ligue 1, on l'a vu, la Ligue 1 est très serrée cette année, 4 équipes qui se battent pour le titre. Est-ce que le fait que Marseille ait décroché alors que potentiellement il y a encore 1 mois et demi, 2 mois, ils étaient leaders potentiels avec leurs 2 matchs en retard, est-ce que c'est pas la seule ombre au tableau? Yacine, je vais te donner la parole en premier sur cette question. C'est le principe même du football, c'est qu'à un moment donné tu peux être dans une zone de réussite et à un moment donné zone de turbulence, crise. Tout échappe et puis tu te retrouves à ne plus rien jouer. Bon, limite peut-être qu'ils arriveront à accrocher la 5e place, même si Lens c'est plutôt sérieux et plutôt costaud cette année, surtout pour un promu. Mais Marseille, je pense que psychologiquement ils ont trop été touchés et atteints pour pouvoir espérer au moins une place en Coupe d'Europe, ce qui est dommage parce que c'est quand même une équipe qui était à la lutte pour le titre il y a quelques semaines, mais c'est trop compliqué. Montpellier aussi. Montpellier aussi, qui était qu'on a vu intéressant. très haut et après on n'a plus rien vu. Et, Rennes, C'est dur Rennes. c'est dur le championnat. C'est Mais dur, c'est très ça très fait dur. du Et la bien. Ligue des Champions, ça prend Mais par énormément de contre, force. Ça fait du bien. Pour la Ligue 1, je trouve que là, tout ce qui se passe, alors voilà, en tout cas, ça nous anime, mais ça change. T'as pas ce fameux premier. Enfin là, il y a une vraie course au titre qu'on n'avait pas vécu depuis quand même plusieurs saisons. Donc voilà, c'est un mal pour un bien pour l'ensemble des équipes. Et puis ça permet de révéler des joueurs. Enfin moi, c'est ça que j'aime bien. C'est bien là, on est dans une Ligue 1 croustillante. Du coup, Émilie, est-ce que tu as un favori pour cette Ligue 1? Alors moi, on m'avait posé la question en début de saison et j'avais dit Lyon. Mais tu sais, au mois d'août, je m'étais dit Lyon vraiment peut être à mon sens champion. Aujourd'hui, j'ai envie, et pourtant je suis parisienne, mais j'ai envie que Lille garde sa place en fait, par rapport à tout le travail fait. Et pour moi, ce serait une très belle conclusion des années passées. Enfin, moi, je me rappelle le risque de relégation, le travail de Galtier, etc. Je trouverais ça bien parce que eux, ils flanchent pas en Ligue 1, alors que ils ont quand même l'Europa League aussi. Hein. Parce qu'on oublie, on a l'impression qu'il y a que Paris qui est fatigué. Peut-être pas en fait. Hein. Donc, c'est vrai. Donc j'avoue que pour moi, c'est une question d'effectif aussi. Ouais, Lille pour moi joue sa place et ça me fait plaisir de les voir en haut du podium. Après, je suis parisienne, donc forcément, j'ai envie qu'on dise bon allez, hop, c'est bon les gars, hop, laissez-nous. T'as le droit d'être On objectif démarre et de enfin. dire ce que tu penses. Hein. Okay. Mais belle transition avec l'Europa League, parce que le dernier sujet de cette partie Ligue 1, c'est Lille. Lille qui joue en Europa League et qui a perdu cette semaine, alors qu'ils ont dominé le match. Hein, Non, pas du tout. Non, moi j'ai vu le match. Dominer le match. À aucun moment. J'ai regardé le match. À aucun moment il n'a dominé le match. Dominer le match, c'est un mot fort. Franchement, l'Ajax a dominé le match, il mérite de gagner. C'est vrai que le scénario du match. Le scénario du match est éclaté au sol. Parce que Lille ouvre le score sur un temps faible. Sur un temps faible, marqué sur un temps faible. Et l'Ajax, ils égalisent sur les temps forts de Lille. Et sur une erreur en fait. Ouais, une erreur. Donc si tu regardes tout le match, tu dis bon, l'Ajax mérite de gagner et doit gagner. Bien sûr. Mais si tu t'arrêtes au scénario, voilà, c'est pour ça que c'est ce que j'ai la dit. physionomie du match, tu dis c'est la terrible pour Lille. que je voulais apporter. Tu dis que c'est terrible pour Lille, mais au final, parce que si t'arrives en fait au but de tu dis c'est terrible. Mais si tu regardes tout le match, évidemment que l'Ajax mérite sa victoire. Même le penalty, c'est. Il manquait Benjamin André. Hein. Ouais. Benjamin André qui est un véritable métronome au milieu de terrain lillois et il a beaucoup manqué, j'ai trouvé, pour empêcher les milieux de l'Ajax de faire la création. Et là, il est revenu en Ligue 1 et ils ont fait leur match, un match très maîtrisé. Bon, c'est face à Lorient, effectivement. Ah, mais quand même, justement. Attention, c'était dur. Hein. Lorient, ils mettent en difficulté certains. Ils arrivent à mettre en difficulté les équipes, mais bon, voilà, ils n'ont pas la même force de frappe que l'Ajax. Évidemment. Force de frappe qui a notamment été illustrée par Brian Brobey, la famille, le crack. Brian Brobey, pour juste expliquer rapidement, c'est qu'il a une chronique, du coup, comme je te l'avais dit en fin d'émission, où il présente un jeune crack, et il y a 2 semaines, il a présenté Brian Brobey, ou il y a 3 semaines, je sais c'est plus. ça. Et du coup, ça s'appelle le pif, mais tu savais. Ouais, je le sentais en équipe de jeunes, il est. C'est pas la première fois. Émilie, c'est bon ça, je te promets. À chaque fois qu'il présente un joueur, la semaine suivante, il fait un truc. La semaine dernière, il avait présenté Quentin Merlin. La semaine d'après, premier match en pro avec Nantes. Moi j'aime ce genre de sujet. Ça c'est le vrai football ça. On essaye mais je préfère la palette de Moha. Parce que tu veux pas ton générique, c'est ça qui peut pas arriver sur l'air de Dijon. D'ailleurs, juste pour accrocher les gens, tu parles de qui ce soir? On l'a pas dit en tout début d'émission. Je peux le dire, mais je suis pas sûr que les gens retiennent son nom parce qu'il va bientôt émerger. Il s'appelle Willy Kambwala. Voilà, c'est un joueur d'origine congolaise et qui a signé récemment du côté de Manchester United. C'est parfait pour le Fergie Time ça. J'adore. On est dans la thématique. Tout est calculé.
On finit juste rapidement sur Lille. Lille a-t-il intérêt à lâcher l'Europa League pour viser la Ligue 1 ou est-ce que c'est très bien aussi pour Lille d'avoir une compétition européenne de haut niveau à côté pour maintenir la forme? Vas-y Yacine. Objectivement, je pense que Lille ne passera pas contre l'Ajax parce que perdre comme ça à l'aller à domicile 2-1 avec un scénario comme ça, je pense que psychologiquement ça t'atteint et l'Ajax a tellement d'avance en championnat hollandais, je pense qu'ils vont se concentrer sur l'Europa League. Donc je pense que Lille vont délaisser l'Europa League et se concentrer sur le championnat. C'est ce qui a pour moi la meilleure chose à faire. Je pense que Christophe Galtier insistera au niveau de son discours à ce niveau-là. Écoute, moi je pense que Lille ils sont sérieux, solides, mais là oui, en Ligue Europa ça va être difficile effectivement face à l'Ajax, surtout là-bas je crois que c'est la Johan Cruyff Arena, leur stade. Ça va être difficile, notamment avec je dirais pas qu'il y a eu des lacunes au match aller contre l'Ajax, mais ils ont montré qu'ils pouvaient pas trop faire le jeu face à des équipes assez puissantes. Et je pense que s'ils sont éliminés de l'Europa League, ça va être difficile parce que ça va faire un peu un Lyon bis, c'est-à-dire un bel effectif, mais qui n'aura plus que la Ligue 1 à jouer et qui va du coup chaque semaine être efficace face à ses adversaires de Ligue 1. Mais surtout, c'est qu'on arrive au mois de mars aujourd'hui. Hier, le PSG perd contre Monaco. Je pense que c'était pas du tout dans les calculs de Christophe Galtier. Donc, ça l'arrange. Ça l'arrange, ça l'arrange. 4 points d'avance sur Paris. C'est pour ça qu'il va. Je pense pas que ça lui ressemble, mais il va sûrement aller aux Pays-Bas avec un peu moins d'ambition. Et il va se dire écoute, vu ce qui s'est passé hier au Parc des Princes, on a totalement nos cartes à jouer. C'est peut-être la saison ou jamais. Évidemment. Et ça récompenserait totalement son travail sur le long terme. Et ça récompenserait même peut-être un peu sa carrière finalement, parce que ce qu'il a fait à Saint-Etienne, c'était déjà pas mal. Là, il arrive à Lille, c'est plus que pas mal. C'est un sacré coach. Ça serait largement mérité. Pour moi, en toute objectivité, Yacine, pour moi, c'est on termine avec toi. J'aime bien Yacine quand il me demande 10 secondes, il fait pas discrètement. Oui, mais il a raison. 10 secondes. Je suis obligé. Mais tu dois être discret. Non, mais tu vois, on est professionnel. Le gars, il me regarde, il dit fort. Non, mais je suis obligé. Non, mais la caméra elle est sur Mehdi, elle est pas sur moi. C'est bon. Et j'étais à côté du micro. Et oui, il te menace. Et alors Oui, il me menace. Et alors Émilie, j'adore ce que tu dis parce que à chaque fois qu'on a un invité, il cale le mot menace avec Yacine Ferguson. Quand on avait monsieur Vilches. Quand on avait Thomas Vilches, j'allais dire monsieur Vilches. Quand on avait Thomas Vilches, il a dit mais pourquoi il me menace cet individu? Ok, donc du coup c'est donc l'image. Galtier. Donc je disais que Galtier pour moi c'est le meilleur coach de Ligue 1 selon moi par rapport à ce qu'il a montré et sur plusieurs années. Je me base pas sur 6 mois. Et ce que je voulais dire c'est qu'il faudra aussi regarder les calendriers parce que le calendrier de Lille est très très compliqué. Il joue Marseille, il joue les 3, il joue Lyon, Paris et Monaco. Donc ça va être compliqué aussi. Il faudra regarder à ce moment-là. On s'envole en Italie, on passe à la Serie A. Vu qu'on est en Italie et que Boya, l'artiste franco-italien, nous regarde, je lui passe un grand bonjour. Boya, on est ensemble, tu sais déjà. Voilà, Boya qui bientôt, sera. Bientôt on sera J'annonce des exclus ou pas? Ouais, ça sera notre invité la semaine prochaine. Voilà, Et oui, excellent. Boya. Donc je lui ai dit, tiens, parfait. regarde l'émission comme ça. Entraîne-toi. Tu sais à quelle sauce on va te manger, mon Quand il cher. invite des gens, il les menace, c'est incroyable. Entraîne-toi. C'est mon gars, Boya. C'est mon gars, t'inquiète pas. Ah, toi, dire à Boya, fais de la muscu quand même, sois sûr. Quand tu viens. Incroyable. Quand tu viens chez nous. On va revenir sur le derby milanais remporté par l'Inter 3-0. Une victoire sec et sans conteste qui a rendu Ferguson très heureux visiblement. De fou. Franchement, Forza Inter, vraiment ça me fait énormément plaisir de voir une équipe comme ça, de voir une équipe aussi bien organisée. Tout à l'heure on parlait de Christophe Galtier, on parlait de Niko Kovac, il faut parler un jour d'Antonio Conte, de ce qu'il arrive à faire dans plusieurs clubs, le style de jeu qu'il arrive à mettre en place, son 3-5-2 qui fonctionne parfaitement et les deux attaquants de devant, que ce soit Lukaku et Lautaro Martinez, ultra complémentaires. Hier c'était masterclass, leçon de football. Je pense que Pioli peut retourner à ses études et ils étaient au-dessus. C'est vraiment. Là je sens qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Et ça me plaît. Il faut que je dise quelque chose. Je suis d'accord avec toi, mais juste un peu de mesure. Pourquoi de mesure? 3-0. Tu gagnes 3-0 dans un derby. Alors qu'il y avait quand même du trash talking avant l'histoire entre Lukaku et Zlatan. On va y venir, voilà. doucement. Non, c'est pour ça que je dis ça. Mehdi, réponse après Valentin et après Emile. Oui, donc je suis totalement d'accord avec toi, notamment sur Conte, Chelsea, la Juve. Et tout à l'heure, on parlait de coach content, de voir, tu as des idées dans la tête, elles se traduisent parfaitement sur le terrain. Antonio Conte, ça doit être aujourd'hui un coach content parce que tout ce qu'il met en place, ça passe et ça marche. Et en plus de ça gagne. Il y a un jeu de mots ou j'essaie de comprendre? Non, c'est si même pas fait exprès. Excellent, c'est plus fort que lui. Si tu veux un jeu de mots, on en a un. Il faut valider ou pas? Tu peux le remettre. Mais du coup, moi, il y a peut-être un troisième jeu de mots. Enfin un conte de fées. Ça y est, juste un petit jeu de mots. Est-ce que c'est un conte de fées par rapport à la fée Ross? Ça applaudit, ça applaudit. C'est beau.
On essaye. Pas mal. J'apprends d'abder. Il ne fait pas que Il fait pas menacer. que menacer. Des fois, il est doux. C'est son côté caché algérien. Non, mais du coup, ce que je disais sur Pioli, effectivement, hier, il se prend une leçon de football, mais de là à dire qu'il doit retourner à ses études, je pense que c'est un peu dur parce qu'il relève quand même pas mal le Milan. Il fait une saison plus que respectable. Finalement, ils sont favoris, les Interistes, mais ils sont à 4 points. L'AC est à 4 points derrière, donc ils ont encore leur carte à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je l'embête, c'est parce que juste avant le match, il avait quand même dit on va leur montrer qui est le vrai Milan. C'est pour ça que. Après, c'est le jeu. Voilà, c'est pour ça que je dis voilà, maintenant retourne C'est pas travailler. Paris-Marseille. Valentin, une petite réaction d'abord. Pour moi, ce match, il a montré un peu les lacunes de l'AC Milan, qui réalisait une saison exceptionnelle, mais qui était peut-être un peu en sur-régime. Donc ils ont peut-être pas un effectif aussi complet, aussi dense que celui de l'Inter notamment. Et pour moi, on va finir dans les jeux de mots. Pour moi, pour Antonio, c'est une victoire qui va compter. Ouais, je valide. J'aime bien. J'aime quand l'émission est comme ça, quand tout le monde est sur la même longueur d'onde. Voilà. J'aime ça. J'aime bien. Et alors moi j'ai une question, je vous l'avais dit, Je la t'en prie, Liga. bien sûr, il n'y a pas de souci, Émilie. On va tout expliquer. La Serie A, c'est le La championnat Serie A, tactique c'est- par excellence. voilà. Mais moi j'ai suivi quand même Lukaku Ibra. Et alors, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça joue? Comment ça va se passer? Oui, parce que le football, c'est de l'ego. Oui. Alors je te le voilà, dis. non mais j'aime bien Émilie, elle fait des transitions naturelles. Elle sait pas, elle Excellent. connaît pas le Regarde conducteur, le visuel. mais tout de suite, T'as Ah tout c'est compris. bon, Mais j'avais oui. pas vu moi. Mais Mais voilà. regarde Lukaku, qui est le shérif milanais. Alors on vous a préparé des petites stats. Zlatan Ibrahimovic, c'est 14 buts marqués en Serie A en 13 matchs avec une passe décisive. Donc il est décisif toutes les 70 minutes. Tandis que Romelu Lukaku, c'est 17 buts inscrits en Serie A en 22 matchs, 5 passes décisives, un but toutes les 90 minutes. Une petite préférence entre les deux? Moi j'ai le côté Ibra quand même. Ouais, Mais je sais, mais j'ai vu. Ibra quand même 39 ans. hein. Et il C'est tient, propre, en fait. Il tient la comparaison avec Romelu Lukaku, ça se respecte quand même. Moi, Tu n'es pas spécialement Non, d'accord? alors, moi, ça dépend. Est-ce qu'on parle sur l'ensemble de la saison ou on parle à l'instant T? On parle, Parce que écoute, je souligne quand même que Lukaku, c'est une statistique qui est importante, il a marqué sur les 5 derniers derbys milanais. Il a quand même marqué, donc je veux bien qu'on me sorte des stats comme ça, mais on en a parlé plusieurs fois, ça, des statistiques, c'est que tu peux leur donner la signification Ah, que ça, tu c'est veux vrai. à n'importe quel moment. Peut-être que Ibra a marqué des triplés contre Genoa, contre Croton, etc. Mais Lukaku, après, dans quand tous même les gros 14 matchs, buts il a en marqué. 13 matchs. Mais il marque, attends, Lukaku il marque contre la Juve, contre le Milan AC, contre l'Atalanta, contre le Napoli. C'est quand même des matchs ultra importants Ouais. et il faut souligner cet apport-là. Donc, Après, il y a aussi une autre stat, c'est que Ibra n'a joué que 13 matchs alors que Lukaku en a Aussi, joué 22. évidemment. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des stats sur 22 matchs que sur 13. Valentin, une petite préférence, Ibra Lukaku, qui est le shérif milanais? Cette saison, je dirais que c'est plutôt Lukaku. Après, il est pas mal entouré. Notamment, comme tu disais, Yacine, il a un compère d'attaque, Lautaro Martinez, qui est fait un match juste incroyable exceptionnel, hier, qui lui ouvre des espaces. Et on voit hier, il nous marque un véritable but de buffle. Lukaku, il pénètre. il est pénètre la défense il a milanaise, déposé Kessié il a- sur l'accélération Voilà. et plus personne. Kessié, en termes de buffle, c'est pas mal non plus. Et après, il enchaîne avec une frappe du gauche. Je l'ai trouvé splendide. Donc, pour moi, cette année, Lukaku est plus important que Zlatan. Est-ce que c'est une victoire primordiale pour l'Inter, autant sur le plan comptable que sur le plan psychologique? Tu mets 3-0 au Milan AC, tu prends de l'avance au classement. Est-ce que c'est pas une double victoire finalement pour l'Inter? Moi, je pense que c'est surtout sur le plan mental, justement, parce que tout à l'heure, je le rappelais, il n'y a que 4 points d'avance et il y a encore des matchs importants à jouer. Tu vois, l'Inter joue encore la Juve, joue encore Hellas Vérone, qui est une équipe qui peut poser pas mal de soucis aux interistes. Tu joues encore Sassuolo et tu joues encore Naples, même si ça vaut ce que ça vaut, Naples, cette saison. Mais finalement, il y a 4 points d'avance, donc tu peux encore perdre des plumes, tu peux encore te faire rattraper, tout est possible, tout est jouable sur le plan comptable. Mais sur le plan mental, en plus du trash talking, parce que quand tu parles, il faut assumer, mais quand tu n'assumes pas, ça fait mal au mental. Et pour le coup, ça fait mal au mental des Milanais. Mais pour revenir sur Ibra Lukaku, moi j'ai une préférence pour Ibra. Hier, ça m'a fait mal un peu à la gorge. Voilà, c'est vrai. Je voulais que tu le dises, je dis. Là, ça me fait plaisir, là, ça me touche. Là, tu vois, je suis content, là. Je suis supporter d'aucun des deux clubs. Mais Ibra, c'est un de mes joueurs préférés. Pourquoi? Parce que c'est une légende du football. Je l'aimais déjà beaucoup avant son passage au Paris Saint-Germain. Et quand il passe au PSG, c'est mon club de cœur. Donc tu le vois arriver, tu l'aimes encore plus. Donc forcément, Mais moi aussi, j'aime Ibra. Il a joué à l'Inter, il a fait des grosses saisons à l'Inter. voilà. J'ai aucun souci avec Mais ça. hier, ça Mais m'a je fait- te parle à l'instant. Voilà. Mais Non, comme mais lui, il il a- parle vraiment d'émotion. Comme il a parle beaucoup pas parlé, de- comme il a beaucoup parlé et qui tient vraiment Ça fait de la peine, vraiment. à réussir Comme cette c'est saison. ton grand frère, il s'était fait. D'ailleurs, en c'est plus, pas un mec. Lukaku a D'accord, je provoqué hier sur la rencontre après son but. vois. Il Il lui dit a quoi? dit Qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi le patron. C'est moi le patron, C'est exactement. moi. Moi, je trouve que c'est terrible de dire ça parce que Lukaku, il a quel âge? 27, 28 ans? Mais c'est une vraie question, ça.
ça. Il a 27, 28 ans. 27, 28 ans, tu te compares à quelqu'un qui en a 39, qui en a 39 et qui a sa carrière d'arbitre. Après, c'est quelqu'un qui a 39 ans, mais c'est quelqu'un qui a 39 ans, Lui. mais qui a une grande bouche aussi. Bah, c'est Bien ça. sûr, bien Il est sûr. obligé de Qui a répliquer. 39 ans, qui a une grande bouche, mais il a une grande bouche pourquoi? T'as vu le palmarès du mec? D'ailleurs, Forcément. c'est. Non, mais Ibrahimovic, attends, tu lui as attends, répondu en conférence de Moi, je presse. trouve- Il moi, je trouve fallait que c'est- qu'il moi, lui je trouve que c'est réponde. limite, je trouve que c'est limite insultant de faire la comparaison entre les deux. Maintenant, si tu prends sur l'instant T et au vu du match d'hier, au vu de l'historique, le trash talking, etc., je peux le comprendre. Mais tu peux pas te faire de comparaison entre Alors, les me deux. parle pas d'âge. Juste, Ibrahimovic a répondu en conférence de Ok, presse. Kylian. Juste après, il a dit pourquoi vous me comparez à quelqu'un qui a dans son palmarès Merci. un championnat de Belgique. Merci. Ok. C'est vrai. Mais sur, C'est vrai, c'est vrai. sur cette saison, Et on la embrasse nos comparaison- amis belges. Bien Bien sûr. On ne sait jamais. On les aime beaucoup. Ah oui. Bien sûr. On verra à la fin de l'année, peut-être qu'il y aura un scudetto. Non, on verra à la fin, Ouais, à la fin de la il y a- carrière des deux. Là, il y a tu des pourras chances, faire, en tout cas. tu pourras faire la comparaison De entre toute les deux. façon, l'Inter n'a plus trop le choix avec la Ligue des Champions Et qui sinon, est complètement catastrophique. Ivra, a combien de Ligue des Champions? C'est vrai qu'il en a 0. Zéro, Je quand même, non je voulais plus, savoir. j'ai Comme envie de R9. dire. Mais juste, alors, Ok. Mais il est champion du monde. je veux qu'on. On ne rentre pas dans ce genre. Non, non, non. Il a osé. Non, Il a c'est comparé pas le les débat. R9 avec Non, Zlatan. ce n'est pas le Mais débat. je suis désolé, mais Non. dernière fois que tu dis ça. Non, Et non, là, c'est non. pas une menace. Vous vous battez en dehors. Attends. Ce n'est pas Nistelrooy, ça te le va débat. Van Nistelrooy, ça te va? Juste, je veux qu'on reste sur l'Inter Milan parce que l'Inter, depuis 3-4 matchs, a changé un petit peu en termes de 11. Je pense que tu l'as pas vu. Tu l'as vu passer, évidemment. J'allais dire pas vu. Tu l'as vu passer. Eriksen, qui revient sur les 4 derniers matchs, il joue 3 fois et il joue titulaire. Il a changé un petit peu le visage de l'équipe, alors que il y a encore un mois, c'était le gars qu'on voulait refourguer à Paris, partout. Comment expliquer ce retour C'est ce que je t'ai de dit tout à grâce l'heure, par, le football, ça va trop vite. avec Eriksen? Le C'est football, fou. ça va trop vite. En fait, il a son système de jeu, il est parfaitement adapté au style de jeu de Conte. Et en 10 derrière 2 attaquants, c'est parfait. Derrière lui, il a Brozovic et Barella qui font les efforts et qui courent. Exactement. Et qui ont la qualité technique. Alors, Barella qui s'est un petit peu blessé à force de faire des efforts. C'est normal, au bout d'un moment, ça tire sur la corde. Il a presque joué tous les matchs depuis le début de la saison. T'as un piston gauche Perisic qui fait la navette à chaque fois. De l'autre côté, t'as Hakimi qui est une machine. Il a trouvé la formule parfaite, Antonio Conte. Pour moi, l'équipe d'hier, le 11, c'est le 11 type de l'Inter, avec les qualités de chacun, avec le style de jeu qui a été mis en place pour justement aller tirer toute la quintessence des joueurs. Et Eriksen est parfaitement adapté. La quintessence. La quintessence. Ouais, je sais. Ah, là, là, Mais quintessence, c'est le jeu de mots. Ouais, C'est parfait, ouais. t'inquiète pas, Émilie. Nous, Non, mais on rebondit vite. Quand on a il faut l'habitude. expliquer un jeu de mots, généralement, c'est pas bon signe. non, On enchaîne. non, je t'explique. En fait, elle se la raconte. Non, c'est Ça va pas s'arrêter jusqu'à la fin de l'émission. exactement. J'aurais pas dû lancer ce jeu-là. On va trop loin dans la blague. Alors juste, c'est bien que tu aies parlé de Perisic parce que Vidal est le grand perdant face à Eriksen, mais le deuxième perdant, c'est Ashley Young Oui. face à Perisic. Est-ce que maintenant que l'Inter a trouvé entre guillemets ce 11, en tout cas c'est un peu ton avis, est-ce qu'ils sont maintenant partis pour aller chercher le titre? Ils ont corrigé un petit peu tous les défauts que tu corriges dans une équipe. Maintenant ils ont leurs 11 types. Et est-ce qu'ils sont partis voilà, tout simplement vers le titre? Avec ces deux petits changements qui font toute la différence. Hein. Du coup, je disais, oui, c'est la saison que jamais. Du coup, t'as vraiment ton comment on appelle ça En fait, t'es éliminé de la Coupe d'Italie. T'as plus d'Europa League à jouer, plus de Ligue des Champions. T'es obligé de te concentrer à fond sur la Serie A. Donc, du coup, sur le cheminement de la saison, t'es obligé de te donner à fond. Je crois qu'il reste 12 matchs ou 11 matchs pour l'Inter. Ils sont obligés de jouer tous les matchs comme des finales. Ils n'ont pas le choix. Et puis de toute façon, Conte, partout où il est passé, tu l'as vu gagner. Donc tu as du mal à imaginer qu'il partira à l'Inter, qu'il finira son histoire avec l'Inter sans un seul titre. Mais du coup, le mot que je cherchais, c'est. De quoi? Colonne vertébrale. En fait, il le cherche toujours. Il le cherche toujours. Il fait le mot que je cherchais. Du coup, colonne vertébrale. tu peux te mettre de dos pour qu'on la voie? Il a trouvé sa colonne vertébrale, son 11 type comme Fergus disait. Donc il a vraiment pas de raison de. Est-ce que vous pensez que ça de peut perdre le changer titre. encore ou pas? Parce que là, on parle de 11 types depuis 3-4 matchs. Mais est-ce que la force de l'Inter, finalement, c'est pas cette concurrence féroce qui fait que du jour au lendemain, tu peux te retrouver sur le La banc? rotation, mais t'es obligé. Ça fait partie du club. T'es Ouais, obligé mais de gérer la t'as confiance. Il y a un joueur comme t'as un Sensi, 11 par exemple, type. qui joue toujours pas parce qu'il est blessé et Oui. qui peut encore Mais même bouleverser la à hiérarchie. gauche, tu peux faire jouer un joueur comme Kolarov. Il a déjà joué à ce poste-là. Devant, tu peux faire jouer un Alexis Sanchez qui est capable de jouer avec ce système de jeu-là. Il y a plein de joueurs. Hein. Ouais, mais C'est pas avec la performance d'hier sur le 11 type, tu perds tes cartes à jouer. Tu vois, ce genre de joueur-là, il reste sur le côté et puis tu rentreras dans la rotation quand il y aura un blessé, un suspendu, quelque chose comme ça. Mais finalement, le 11 type, il est trouvé. Comme ça, il l'a dit, les petits détails ont été corrigés. Donc, oui, tu penses qu'ils sont sur une autoroute. Alors, Je précise juste un grand Samir Handanovic hier parce Ah oui. qu'à 1-0 Factory, il fait au 3 retour de la mi-temps, Exactement. incroyable. Franchement, il fait 3 parades Pour le coup, il a dégoûté, décisives Ibra. et franchement ça c'est pour moi un tournant du match, c'est la frappe de Tchalanoglu et qui est Il y a même la tête d'Ibra. Il a dégoûté Ibra, Ibra. vraiment Il l'a parade cherché. réflexe. Ouais, parade réflexe. C'est vraiment pour moi il sauve le match à ce moment-là. Justement, juste pour finir la page Serie A sur le Milan AC, comment expliquer que le Milan n'a pas du tout existé? Est-ce que l'absence d'Ismaël Benasser
qui a raté quand même pas mal de matchs. Quelle origine? Qui est marocain-algérien. Mais qui est, en plus, tu sais quoi? J'allais préciser qu'il est champion d'Afrique juste pour te faire plaisir. Mais avec quel pays? Pour te dresser dans le sens du poil, mais avec l'Algérie. Pour me dresser ou me caresser? Oui, Les deux. Non, ça se dit pas. Ça se dit pas dresser. Non, écoute. Non, mais laisse-le, tu vois, tranquille. Et moi, je me régale. Ah, Émilie, là, tu vois. Je pourrais revenir juste pour regarder. Mais tu viens quand tu C'est veux. mieux Tout à l'heure, on ici était à qu'à la 10%. télé. hein, Là, on est à 40%, tu vois. Tranquille. On a 40 exactement, bientôt les 50 là. Vers 21h07 on est à 50. Alors juste oui, Ismaël Benasser il a beaucoup manqué, normalement son acolyte Franck Kessié s'est un peu retrouvé seul sans lui. Est-ce que ça a pu jouer ce déséquilibre là sans Ismaël Benasser? Ça joue, c'est pas le facteur principal, mais effectivement ça joue parce que c'est un joueur qui est totalement complémentaire de Franck Kessié. Même Çalhanoğlu, il sait qu'il peut se reposer sur Benasser à un moment donné et il peut lui laisser les clés du jeu. Et sur un match comme ça, il y a eu quand même beaucoup de manquements. J'ai trouvé Romagnoli pas dedans, Théo Hernandez qui d'habitude rayonne côté gauche, je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Face à Kimi, bien sûr, qui a eu beaucoup de difficultés. Oui, ça joue sur la comparaison. C'est deux joueurs qui ont presque le même âge, qui ont un peu le même profil de joueurs. Ils ont passé tous les deux par le Real Madrid. Oui, tout à fait. Quand tu regardes en plus la défense centrale de l'AC Milan, totalement, enfin aux abonnés absents sur le premier but notamment, Lautaro Martinez il est tout seul. Il a le temps de placer sa tête, on a l'impression que c'est sur FIFA. Tu sais, quand le jeu il bug un peu, t'as ton joueur qui se retrouve seul et met une tête plate, tu peux jamais la chercher. Gros manque de communication. Romagnoli, c'est pas une défense centrale. Après, Kier, il a fait quand même un sacré match hier. Il fait un bon match, mais il fait un bon match. S'il est pas là, je pense que. C'est un bœuf, c'est dur d'aller au duel comme ça. Ouais, mais je pense que s'il est pas là hier, le Milan en prenne 5 ou 6. Il a quand même sauvé beaucoup de situations. Calabria qui l'a pas aidé non plus, c'est pas évident. Franchement, défensivement c'était dur côté Milan AC, mais ils se sont fait assassiner sur des contres. Les contres, c'était incroyable. Comment ça a été joué, c'était incroyable. Super. Écoute, on passe à la Ligue des Champions. Non, je rigole. Non, laisse la musique, on a du budget, t'inquiète. Ah, y a pas de son? Bon, en fait, on a plus de budget. On avait du budget que pour les deux premiers. Moha, il a voté tout le budget palette. Moha, il a ponctionné le budget, mon frère. C'est que même la bouteille, je l'ai pris à crédit à l'épicerie. Je lui ai dit, je te paye demain, Inch'Allah, t'inquiète, je reviens. Je te passe. Il y a la palette. Il y a la palette. C'est la priorité nationale, la palette. On arrive sur la Ligue des Champions. On vous l'a dit, Madrid contre le reste du monde. Oui, je réappuie sur ce jeu de mots terrible qui n'est pas validé par Émilie. Mais c'est pas grave, je me suis creusé la tête, je le rentabilise jusqu'au bout. Alors, on commence avec Atalanta vs Real Madrid. Alors, on prépare une petite affiche pour annoncer le match, tu vois. On est dans le sensationnalisme dans cette émission. Tout à fait. J'aimerais bien savoir quel joueur t'as mis pour l'Atalanta. Juste par curiosité, parce que j'ai pas vu les photos. Tu les as pas vus? Non. Donc du coup, j'aimerais. Alors en régie, si vous voulez bien le mettre. Oh, Vinicius. D'accord. Non, franchement, t'as abusé. Vinicius. Ouais, oui, mais Vinicius, ils sont tous blessés, frère, il n'y avait plus le choix. J'avais plus le choix. Un milieu de terrain, mais Modric, mais Kroos, mais je sais pas, mais quelqu'un, sois sérieux quand même. Tu mets pas un mec qui essaie de mettre des roulettes et qui s'affiche en ce moment. Non, sérieux, tu vois. Tu sais pourquoi j'ai choisi Vinicius en plus? Parce que je trouvais la photo stylée. C'est la seule raison. Il a fait une Kurzawa. Il a fait une Kurzawa, ok, j'ai compris. C'est donc ça. Donc justement, sur le Atalanta Real Madrid, le Real Madrid est-il encore suffisamment armé pour la Ligue des Champions avec toute l'infirmerie? On vous mettra le visuel juste après. Mais est-ce que le Real est encore suffisamment armé pour passer l'Atalanta qui, je le rappelle, fait une très très bonne saison en Serie A, qui est 4ème de son championnat? Tout à fait. Qui a giflé Naples hier. Exactement, 4-2, victoire, grosse victoire. C'est l'Atalanta de Gasperini de l'année dernière. À la même période, au même moment, une équipe qui arrive à déjouer tous les plans de tout le monde. Moi, je m'y attendais pas. À un moment donné, l'Atalanta, ils avaient vraiment une période de moins bien. Et là, ils arrivent à revenir. Ils sont invaincus depuis 13 matchs. Je crois en 2021, ils n'ont pas perdu un seul match. Je les trouve vraiment bons dans ce qu'ils font, sans Ilicic qui est sur le banc de touche, sans Malinowski qui est un de leurs meilleurs joueurs qui est sur le banc de touche, et franchement et en ayant perdu Papou Gomez qui est parti du côté du FC Séville. Donc avec cet effectif là, ce que fait Gasperini, pour moi c'est assez impressionnant. Attention au Real de Madrid, hein. S'ils prennent le match à la légère, je pense que ça va être compliqué pour eux. Valentin. Pour moi, Gasperini, il arrive à mettre en place une attaque virevoltante comme on l'a vu l'année dernière, notamment face au PSG.
Bon, ils ont été, leur système a été déjoué en toute fin de match, mais ils arrivent à se réinventer, même sans Papou Gomez, tu le disais, parti à Séville, et même aussi sans Timothy Castagne, qui est parti à Leicester à l'intersaison, et que je trouvais très bon la saison dernière. Imposé à Leicester aujourd'hui. Ah ouais, non, il est pas très cher en plus, 10 millions. Papou Gomez, 5,5 millions. Cadeau du siècle, ce joueur. Il a plus de 30 et quelques. Après, Papou Gomez, c'est pas ça les raisons de son transfert, c'est qu'il s'est embrouillé avec Gasperini et qu'ils ont voulu faire jouer l'intransigeance la plus totale. On va comprendre. Mais c'est bien parce que ça montre qu'un joueur aussi fort soit-il n'est pas au-dessus du club, et quand tu veux créer une image, parce que c'est que leur deuxième saison sur le devant de la scène européenne, quand tu veux montrer à tout le monde de quel bois tu te chauffes, tu montres que ta superstar, et ben c'est pas, elle a pas les pleins pouvoirs même dans ton club. La star de l'Atalanta, c'est l'équipe, c'est vraiment leur collectif. C'est ça qui est beau. Ils ont réussi à développer quelque chose. Vraiment, félicitations à lui, parce que c'était pas évident. En Italie, on n'est pas trop fan de ce genre de coach, qui est un peu, c'est pas un tyran, mais c'est un coach qui arrive à mettre en place des idées tactiques innovantes, et j'avoue, je le respecte pour ça, parce que le reproduire avec des joueurs différents à chaque fois, c'est assez impressionnant. Alors juste avant de te faire réagir, Mehdi, vous pouvez remettre le liner juste pour faire plaisir à Yacine Ferguson, parce que quand il y a un Vinicius, il y en a un deuxième qui se cache pas très loin. Mais il avait une tête rigolote, j'étais obligé de... Incroyable. C'était juste la petite parenthèse. Tu peux y aller, mon cher Mehdi. Je voulais rebondir sur ce que disait Yacine. On a émis quelques doutes pour l'Atalanta, notamment au début de saison. On s'est dit peut-être que c'est un jeune club, comme tu l'as dit aussi, sur le devant de la scène. Donc peut-être qu'ils n'allaient pas assumer la saison qui venait de passer, Covid, etc. Ligue des Champions jusqu'au mois d'août. Pour eux, on aurait pu imaginer que c'était compliqué. Finalement, depuis la trêve hivernale, à peu près, ils se réveillent, ils ont des bons résultats, ils rattachent le wagon de devant. Donc c'est que à saluer. Et du coup, si tu fais le rebond avec ce match de Ligue des Champions cette semaine, tu vois les absents côté Real Madrid, tu peux te dire qu'il y a une carte à jouer, qui est largement même une carte à jouer. Il me semble qu'il joue à l'Atalanta en premier. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, il y a largement une carte à jouer, que ce soit pour le match ou même pour la qualification. Alors, on dit souvent que le Real Madrid commence sa saison en février. Quand on regarde les derniers résultats du Real, avec la dernière victoire en date contre Valladolid 1-0, ils ont gagné leurs 4 derniers matchs. Est-ce que la saison du Real a vraiment commencé maintenant, en février, Émilie ? Alors après, si tu te fies aux stats, c'est ce qu'on disait, tu peux les faire parler un peu dans tous les sens. Après, ils n'ont pas joué des grosses écuries. Valladolid, un but sur coup de pied arrêté de Valence. Vraiment. Non, là Valence, USK. C'est tiré par Mais c'est le résultat qui compte. Qui dresse. C'est le résultat qui compte. Oui. Donc après, est-ce que face à l'Atalanta, ils seront capables de... après, moi j'ai vu l'infirmerie là, donc. Écoutez, on va passer à l'infirmerie tout de suite. Et c'est pas les joueurs les moins importants. Il y en a tellement. Mais c'est ça. Je vais vous faire la liste. On va regarder. J'ai vu Benzema. Je vous fais le listing. Le Real Madrid, l'infirmerie, affiche complet. Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo, Eder Militao, Carvajal, Odriozola, Valverde, Hazard et Rodrigo. Ça fait quasiment un 11. Ils sont 9. Tout à fait. Franchement, c'est juste pour montrer que j'ai compté, t'inquiète. Ça va vite là. Oui. Merci pour la prononciation de Carvajal. Parce qu'il y en a qui disent Carvajal, j'en peux plus. C'est pas possible. J'arrive pas. Il y en a qui disent Carvajal. Parce qu'ils n'arrivent pas à dire le Kh. La Jota, tu vois. On a grandi au bled. C'est pas vrai. Nous on sait. Mais en tout cas, c'est comment expliquer qu'autant de joueurs soit à l'infirmerie au Real Madrid. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une question d'âge ? Parce que bon, il y a Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo qui sont un petit peu âgés. Mais après, tu as quand même des jeunes. Tu as Eder Militao, tu as Rodrigo, tu as Valverde. Comment expliquer finalement que l'infirmerie soit aussi complète ? Je pense qu'il y a plusieurs explications, il n'y en a pas qu'une seule. Il y a le côté effectivement répétition des matchs entre la Ligue des Champions, le championnat, la coupe. À un moment donné, c'est vrai qu'on tire un peu sur la corde, et je pense que Zidane il arrive plutôt à bien gérer ça. Là, il arrive dans une période où je pense qu'il va essayer de mobiliser le maximum de joueurs et de faire jouer le maximum de joueurs qui étaient sur le côté pour gagner en puissance, surtout à partir du mois de mars et du mois d'avril. Mais Hazard, je parle même pas de lui, parce que pour moi j'ai vu la stat la dernière fois, le deuxième joueur le plus blessé sur les 2 dernières années derrière Ousmane Dembélé. C'est quand même c'est quand même assez impressionnant. Karim Benzema, c'est pas le joueur qui se blesse beaucoup, mais je pense qu'à force de tirer sur la corde, au bout d'un moment. Et là, c'est des absences de combien de temps ? Ça dépend, mais Ramos, c'est un petit peu long. Ramos, il s'est fait opérer du genou cette semaine. Ramos, c'est la plus longue Benzema, il me semble que c'est léger. Non, c'est léger. Benzema, c'est léger, il a l'entraînement déjà. Ils viennent d'annoncer c'était mort pour lui. Ouais, mais il était à 2 doigts de le jouer, tu vois, l'Atalanta. C'est léger. Donc potentiellement, certains reviendront assez rapidement. Donc bon. Tu peux aussi avoir un regain d'énergie après pour les prochains matchs. Mais effectivement, là, quand tu vois 9 absents... C'est dur. Moi, quand j'ai vu l'attaque contre Valladolid, ça m'a fait peur. Quand j'ai vu Asensio, Mariano Diaz et Vinicius, je peux dire que ça
je me suis dit, c'est quand même le Real, tu vois, au moins un nom, quelqu'un, non? Bah après, Non. Asensio, c'est quand même un peu un nom, mais bon. Ah, c'est un nom. À part avoir fait 6 bons mois du côté du Real, il marchait sur l'eau. Après, il a pas- Mais il c'est a vrai pas que quand tu dis confirmé, que l'attaque du Real, c'est Mariano Diaz. Il n'a et- pas confirmé Mariano quand Diaz, même. quand même, C'est quand même, hein. des vraies attentes. qui en fait lui. une bonne saison, lui, en plus. Vinicius qui a pas de cerveau, qui joue tête baissée. Et... Non, franchement. On l'appelle le coq sans tête dans Un cette jour, émission. un jour, faudra vraiment se poser des questions sur lui. Ouais, J'ai il des fin- actions. En ce moment, il y a des. finira à Southampton sur dans Twitter, 3 ans. Ouais, non, mais sur Twitter, en ce moment, il y a des détournements de Vinicius où il essaie de faire des roulettes et tu le vois, il s'écroule et tout. Non, franchement, Non, je suis d'accord avec ça. c'est humiliant. Faut arrêter avec ce genre de joueur, de l'avoir vendu comme le futur Neymar. Enfin, bref. Bah après, c'était un pari, ils l'ont acheté Donc 40 millions à 16 ans. tu vas très probablement aller jouer un match de Ligue des Champions avec un 11, un Romagné et 2 très peu expérimentés, surtout sur la scène T'as européenne. que ton milieu de terrain qui est vraiment Ah oui. le milieu de terrain de grande classe. T'as Modric, Kroos et Casemiro. Casemiro. D'ailleurs, Casemiro, c'est lui qui sauve un peu les Qui meubles peut ces derniers servir. temps. Il est déjà à Mais 4 encore, buts. c'est un- Malgré tout, si tu as ton bon milieu, ça peut quand même en tout cas parer pas mal de choses ou en tout cas aider l'avant. Donc je pense que. Ouais, mais c'est un milieu de terrain qui. Après, c'est le football. qui Tu sais, je interroge un reprends peu. ton expression. Hein. Le football, c'est aussi magique pour ça parce que tu peux avoir effectivement des grosses déceptions, mais aussi des belles révélations ou en tout cas des fulgurances. Il suffit d'un match. Hein. Tout à fait. Alors justement, moi j'ai tenté une petite comparaison, mais c'est très personnel. Je compare un peu l'Atalanta au Shakhtar Donetsk lors des matchs de poule, quand le Shakhtar a battu le Real Madrid 2 fois. Pourquoi le Shakhtar a battu le Real Madrid 2 fois? Tout simplement parce que le Shakhtar a joué son jeu. Ils ont joué tout le temps ultra offensif, ils ne sont jamais cantonnés à la défense à vouloir garder un résultat. Résultat des courses, 2 victoires pour le Shakhtar. Est-ce que l'Atalanta, on peut se retrouver sur cette même configuration-là de match? Alors, je suis pas en train de casser ton idée, mais ça peut être une bonne idée. C'est une idée, je effectivement. pose Non, ça peut là être sur une bonne le- idée. Non, sur ça la peut être une bonne table, idée, ça on y est. en discute, tranquille. Le seul truc, c'est que c'est des matchs à élimination directe. Ça, c'est un aller-retour. C'est pas le même contexte. C'est différent. Après, j'ai envie de te dire, sur la poule, il y avait quand même l'Inter Milan qui poussait. Tu sais que jusqu'à mais les matchs les de dernières l'Inter journées, en tu Ligue des savais Champions. pas. Ouais, mais les matchs de l'Inter en Ligue des Il y avait Champions, quand même de la pression, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même l'Inter derrière qui poussait pour se qualifier. Au final, ils n'ont pas réussi à le faire. Donc je trouve que la question se pose. Alors En fait, dites-moi c'est ce que vous par en rapport- pensez. ouais, Hein. Par rapport au schéma de la poule, c'était premier match de poule contre le Real et dernier match, c'est pas exactement comparable. Mais bon, c'est une idée. Ouais, moi, pareil, je peux pas aller dans ton sens parce que je vois pas en fait à quel moment l'Atalanta et le Shakhtar se ressemblent, surtout dans les idées de jeu, dans la philosophie de jeu. À aucun moment, l'Atalanta c'est une équipe qui peut imaginer se cantonner à défendre et à mettre le bus. Encore Mais moins. le Shakhtar n'a pas du tout fait ça. Justement, ouais, c'est Ouais, mais c'est je sais, justement je sais, l'inverse. parce que- non mais tu précises parce que ça veut dire que d'habitude on aurait pu penser que Moi, que je les Shakhtar- compare tous les deux Non, en fait, c'est une pour question de réputation. l'insolence Non, offensive. mais j'ai compris. Lui, c'est pour vraiment la C'est pour prise de expliquer à risque. Mehdi, parce que Mehdi n'a pas compris. La prise de compris. risque. Non, il parlait pas de style de jeu, il parlait de prise de risque offensif. C'est pour Exactement. ça que c'est Ouais, mais complètement différent. justement, cette prise de risque offensif, pour moi, elle est plus que légitime, plus que normale. Elle est ancrée dans les têtes des joueurs de Gasperini, non? On est d'accord Oui, que mais l'Atalanta, justement, parce que- alors je vais c'est réexpliquer dans- la question pour la 7ème fois. Le gars il commence à s'énerver. Putain, mais tu me fais chier toi. Sur sa propre idée. Sur ma propre idée, exactement. Si je suis un dictateur, et à la fin il faut qu'il dise oui, sinon on reste que sur cette Dites question. oui, les gars. T'inquiète-toi, parce que on verra. je suis avec toi, Mehdi. Non, mais après, si t'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Juste sur, comme je le disais, l'insolence offensive, on sait que l'Atalanta Bergame joue tout le temps très haut, qui prennent des risques, on l'a vu l'année dernière, et c'est ce que le Shakhtar a fait face au Real de Madrid, alors qu'on s'attendait pas spécialement à cette configuration-là. Est-ce que la comparaison peut se tenir vis-à-vis de cette comment dire, idéologie, tout simplement? Ah, bah dans ce cas-là, oui, là je vois Là, il dit oui juste pour que je la... non, juste pour que j'arrête à griffer. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas-là, elle peut évidemment se faire parce qu'on imagine forcément que l'Atalanta va jouer comme ça. la seule L'Atalanta différence- va pas se brider. Et hors de question, surtout contre un Non, Real surtout, Madrid. mais la seule différence entre l'Atalanta et le Shakhtar, c'est que l'Atalanta ils font ça pendant 90 minutes, alors que le Shakhtar ils te le font ça pendant 15-20 Mais minutes. ils le font pendant- Ils arrivent pas à le reproduire pendant tout un match. Ils le font entier. pendant 90 minutes parce que c'est leur jeu, c'est leur philosophie de jeu. Oui, Ils c'est vont comme ça. ils vont C'est- surtout pas faire semblant. En fait, c'est- je pense c'est pas le qu'il y aurait coach. une adaptation au Real Madrid. Mais en plus- Ils vont juste peut-être être galvanisés par le fait de voir un Real Madrid diminuer. Ils vont se dire là, on peut encore plus le faire, mais pendant 90 minutes, bien sûr. Mais parce c'est vrai, que c'est pour leur rebondir jeu. sur ce que dit Yacine, lors du match perdu 3-2 par le Real, quand Vinicius rentre, premier ballon, il marque. C'est quoi le rapport? Ils sont pas capables de maintenir ça sur 90 minutes. Pourquoi tu me parles de Vinicius là Tu Non, veux mais il te m'énerver? dit qui a marqué. Ah là là. Je veux dire que le Non, Shakhtar, mais je sais, non mais justement c'est pour ça que je vous dis ça. Il sait Mais- quand je le provoque. juste En fait, envoyer une il croyait que j'allais répondre, c'est mais facile. il sait déjà. Mais c'est bon, je te taquine, voyons. C'était son jour. Je pense pas que ça Mais sera ouais, mardi c'était ou son. mercredi, Ouais, là. c'était. Non mais j'aimerais bien voir les stats de Vinicius, faudrait que tu fasses un On en fera un. ouais, on en fera un, un. Mais un une petit palette. écran,
Un visuel. Une Non, palette. non, non. Je pense que ça Une serait- deuxième ça palette, serait- mon Deuxième ami. palette, s'il vous plaît. Deuxième palette, chef. C'est maintenant on commande des palettes comme. Franchement, On commande des palettes comme si des tu me fais canettes. une palette sur Vinicius, franchement, travailler à Carrefour, c'est mieux. Je t'ai dit la vérité, moi. Non, franchement, t'as dit, je t'aime bien, t'es mon gars et tout, tu vois, mais non, pas Vinicius, s'il te plaît. Je t'en supplie. Mais si, c'est Ça y est, intéressant, je suis- pourquoi Eh ben, pas, et à une pourquoi émission, pas je suis pas là. Non, Voilà. mais nous expliquer Mais pourquoi justement. justement il n'y arrive pas. Parce que moi, la première fois, Ah oui. la Mais y a première fois pas que j'ai besoin- joué joueur virevoltant qui vient du Brésil, franchement, j'ai eu des espoirs. Pourquoi il y arrive Après, pas au final, C'est ça la question, mais parce qu'il n'y a pas de cerveau. C'est la seule explication, il n'y en a pas d'autre. Non, mais il faut qu'on aille C'est un un genre peu. de freestyle, arrêtez. On aille un Non, peu plus arrête loin avec dans lui. l'analyse. On est les prolongations, on n'est pas les Mais ça n'a prolongations. rien à voir, là, tu prolonges rien, là, arrête. Ah non. Bon, une petite réaction, Valentin, sinon on passe au deuxième match. Bah oui, enfin moi là, je vois ce que tu veux dire avec la comparaison entre le Je Shakhtar savais et que je devais miser l'Atalanta. sur lui. Je savais qu'il allait me suivre dans mon délire. Parce que là, l'Atalanta se dit bon les gars, on n'a rien à perdre, on va y aller à fond et on va. Mais après l'Atalanta, c'est vrai qu'ils ont plus de qualité que le Shakhtar pour pouvoir jouer leur jeu très offensif pendant 90 minutes. Et moi, je pense que un joueur comme Luis Muriel, il peut faire très mal au Real. Une défense, là ça va être Nacho. En fait, Luis Muriel et Zapata, ça peut Varane. faire le boulot, tu vois. Surtout sans Sergio Ramos, la défense du Real Madrid Voilà. est très friable. Mm. Alors, comme tu le disais, l'Atalanta Bergame n'a rien à perdre. Bah, sur l'autre affiche, Atlético Madrid-Chelsea, quelle est l'équipe qui a le plus à perdre entre les deux? Parce que pour moi, l'équipe qui va sortir sera automatiquement grande perdante. Parce que les enjeux sont très très forts entre ces deux clubs. Donc la première question que j'ai envie de te poser, Mehdi, qui a le plus à perdre entre l'Atlético et Chelsea? C'est dur. Non, franchement, c'est Oh, dur. les pièges. C'est dur Ah, parce j'y que- attendais pas celle-là, hein. C'est petit dur. requin. T'as l'Atlético en Espagne qui est première de son championnat, mais qui mine de rien depuis 2-3 semaines patine un peu, tant dans le jeu que dans les résultats, parce que t'as 2 matchs nuls, il me semble, sur les 3 derniers matchs, Et une défaite. et une défaite. Et de l'autre côté, t'as Chelsea qui est pas au mieux finalement, parce que quand tu vois ce que City propose en termes de rythme, et même Manchester United qui arrive plus ou moins à suivre, bah, Chelsea en plus c'est menacé par West Ham juste derrière. Donc qui a plus à perdre? Je dirais que c'est Chelsea finalement, parce que si t'as pas la Ligue des Champions, t'auras très peu de choses, voire rien, parce que je les vois pas aller accrocher quelque chose en championnat. Et puis si l'Atlético sort, ils auront plus que le championnat, ils sont plutôt en bonne posture, donc à eux d'aller concrétiser le truc. Mais même s'ils restent en Ligue des Champions, l'Atlético normalement a l'effectif pour jouer sur les deux tableaux et continuer ainsi. Alors j'aime bien le bah oui de Valentin en mode frère, pourquoi tu poses la question? J'essaie d'avoir ta voix, c'est un succès mitigé, mais on tente des trucs dans cette émission. Non, Je suis inimitable. Donc c'est Saïd Bious, hein, c'est ça? Side build. On a le même corps en tout cas, ça nous fait un point commun. Corps de lâche. Je rigole. Mais pourquoi il traduit mes blagues celui-là, hein? Ah là 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 là. Ah, j'ai bien mes gars. Allez Valentin, Moi, je vas-y, je te suis laisse. bien, Qui là. a le plus à perdre entre l'Atlético de Madrid de Ah. Luis Suarez ou le Chelsea de Mason Voilà. Mount? De Mason Mount, tu fais bien de le souligner. Pour moi, la question, elle se pose même pas. Pour moi, Chelsea peut être le grand et potentiellement le seul grand perdant de cette confrontation, parce que l'Atlético, ils peuvent toujours prétendre à un titre qui est effectivement la Liga. Chelsea, eux, ils sont un peu dans le mal au niveau du jeu depuis ce début de saison. Là, avec Tourelle, il a commencé à mettre sa patte avec beaucoup d'intensité mise sur le terrain par ses joueurs. Mais pour moi, le seul qui est à la hauteur cette saison côté de Chelsea, c'est Mason Mount. Et on remarque là, notamment face à Southampton, qu'il y a du mal à lier le milieu de terrain et l'attaque. Et je pense que là, sur ce point, Saïd, je vais te faire plaisir. Un petit Hakim Ziyech pourrait faire son effet. On va y venir, j'ai préparé un petit truc sur Hakim Ziyech en toute impartialité évidemment. Mais avant ça, je laisse Yacine répondre à la question, parce qu'on a eu un peu le débat nous en amont. On n'était pas d'accord, donc je me suis dit que c'était intéressant de poser la question. Tout à fait. Yacine. Et moi, je vais même faire un retour en arrière au moment du tirage au sort. J'avais même dit que pour moi, dans mon esprit, presque tous les premiers de groupe passeraient, sauf Chelsea. Et parce que l'Atlético de Madrid, c'était une équipe qui était redoutable sur ce genre de match en huitième de finale. Il l'avait fait l'année dernière, on se souvient, contre Liverpool. Ça a réussi à sortir le tenant en titre. Et là, franchement, vu l'état de forme de Chelsea actuellement, je vois vraiment l'Atlético de Madrid passer. Donc c'est pour ça que ce serait pour moi pire si l'Atlético de Madrid se faisait sortir, parce qu'ils ont toutes les clés entre les mains pour faire le match parfait aller-retour. Parce que l'aller, je pense que ça peut être une correction si l'Atlético de Madrid joue à son meilleur niveau, et surtout si leur attaque est aussi performante. Mais donc moi je pense que ceux qui ont le plus à perdre, c'est plus l'Atlético. Vraiment, on parle pas de titre, je parle vraiment de confrontation En fait, moi directe. je parle juste de contexte, parce que l'Atlético Madrid c'est quand même 3 points d'avance sur le Real Madrid en Liga avec un match en moins, je le rappelle. Non, mais quand Donc tu te joues dis ce que genre de s'ils match- sortent de la Ligue des Champions, bah, ils vont se concentrer sur Ouais, mais non, mais là, y a sur pas la une Liga, question de alors que concentration. Chelsea, s'ils sortent de Ligue des Champions,
La qualification en Ligue des Champions, elle est même pas assurée. Ça va quand même devenir une fin de saison sous pression. Mais là, sur la forme du moment, actuellement, l'Atlético Madrid, c'est pas trop ça. Ils ont du mal. Chelsea, ça va un peu mieux depuis que Tuchel est arrivé, oui, ça va un peu. Mais c'est pas non plus flamboyant. Tu vois, c'est pour ça. Donc en fait, on a deux équipes qui sont un petit peu qui ont des mots à guérir. Et moi, je pense que l'Atlético, s'ils gagnent pas le match aller, ça va être compliqué pour eux. Donc j'ai hâte de voir ce match et je pense que je me concentrerai plus sur ce match que sur le match Lazio-Bayern. Alors juste avant de parler de Chelsea un petit peu plus en profondeur, on va se concentrer sur Luis Suarez. Parce que Luis Suarez, on vous a fait des petites statistiques, ça devrait apparaître à l'écran dans quelques instants. Alors Luis Suarez, le mode LDC n'est pas encore activé. Pourquoi ? Parce qu'en Ligue des Champions, Luis Suarez, c'est 0 but, 0 passe décisive en 4 matchs, 2 matchs manqués pour cause de Covid, alors qu'en Liga, c'est 16 buts en 20 journées, meilleur buteur de Liga. Comment expliquer cette différence entre la Ligue des Champions et le championnat pour Luis Suarez? On se rappelle qu'à l'époque du Barça déjà, sur les matchs à élimination directe, il avait énormément de mal et ça se confirme encore cette année, Yacine. Ouais, là c'est les matchs de poule. Donc du coup, en match de poule à l'époque du Barça, il était ultra performant. Très bon. Peut-être qu'il va y avoir un inversement. Bien sûr, on l'espère pour lui parce que on sait que c'est un attaquant de classe mondiale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que le fait d'arriver dans un nouvel effectif, c'est peut-être plus facile en championnat, t'as moins de pression. Alors qu'en Ligue des Champions, c'était quand même dans le groupe du Bayern. Le Bayern qui les a torpillés, qui leur en a mis 4 premiers matchs. Franchement, je me souviens de ce match et c'est assez traumatisant. Ça fait quand même beaucoup de matchs où Suarez est traumatisé par le Bayern. Donc il faudrait que je pense que c'est la bête noire. Il faudrait qu'il se pose des questions. Mais ça joue aussi. Après, il y a aussi le rythme. C'est un joueur qui a plus 25 ans et je pense qu'en Ligue des Champions, c'est important le rythme et l'intensité dans ce genre de match. Émilie, sur Luis Suarez, comment tu le trouves cette saison ? Et non, mais surtout, moi, je vois 2 matchs manqués à cause du Covid. Et ça, tu m'enlèveras pas de l'idée que ça joue forcément sur le physique et sur le long terme, sur la récup, etc. Je pense que quand on compare les championnats, et quels qu'ils soient, tu peux être un joueur de foot exceptionnel en Ligue d'Esch et être bidon dans ton championnat et vice-versa. Et là, pour l'instant, mais un peu comme tu disais, est-ce que le moment n'est pas encore arrivé ? Et est-ce que ça va basculer après ? Voilà, je pense que chacun son moment et que je ne peux pas croire que ce joueur ne fera rien. C'est pas possible. C'est pas entendable. Par contre, effectivement, j'aimerais bien creuser et savoir pourquoi. Après Covid, il ne faut pas que ça devienne tout le temps une excuse. Ce que je disais la dernière fois. C'est pas une excuse. À un moment donné, Covid, c'est pour moi, c'est comme une grippe. Quelqu'un qui a une grippe, ça veut dire que pas mal la routine des joueurs. Ils sont isolés, ça casse quand même l'entraînement pendant 2 semaines. C'est comme si ça avait une blessure. Ouais, et puis tu sais pas l'impact que ça va avoir, le souffle, la récupération, etc. C'est vrai qu'il y a des séquelles. Yacine, il a du mal à entendre. Tout le temps, il me dit c'est pas un argument. Non, mais c'est pas un argument. Faut arrêter. Non, j'ai pas dit que c'était pas un argument. En fait, il y en a qui s'en servent. C'est filmé quand même. T'as dit que c'était pas un argument. Non, il y en a qui. Non, mais le gars, il ment alors qu'on est enregistré. Je ne tolère pas. Il s'en servent comme seul argument. Il me l'a dit. Il y en a qui l'utilisent comme seul argument. C'est pas pareil. Parce que ça veut dire tu sais qu'il y a des mecs ils ont du mal à récupérer, que ce soit au niveau du souffle, que ce soit au niveau donc en fait du rythme. On oublie les autres maladies. Donc il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de gastro. Mais c'est pas la même chose. Mais c'est pareil. C'est un expert médical, tu peux pas nous dire. Je peux pas me dire que le Covid ça te. Non, moi je dis juste qu'on n'a pas de recul. Et moi ce que j'aimerais effectivement, c'est qu'on fasse aussi une analyse sportive par rapport effectivement à ce Covid que plein de joueurs ont eu, etc. Et je pense que chacun récupère différemment parce que chacun a eu des symptômes différents. Et à la rigueur, quand on déclare des cas Covid dans le football, on ne sait pas trop s'ils sont avec symptômes, asymptomatiques, etc. Enfin, et que de ce fait, je pense que quand même il y a quand même une analyse à faire sur un sportif parce que la récupération, je pense qu'elle est quand même différente suivant ta morphologie, ton état, et puis il y a l'âge qui joue quand même dans ces cas-là. Il a quand même des occasions, des face à face devant le gardien de but, et il les a ratés. Donc c'est pas le Covid non plus qu'ils avaient raté. Et peut-être qu'il a toussé, tu ne sais pas. Peut-être qu'il a eu un petit point de côté sur le cœur comme ça. Ok, ça me va, pas de souci. On part. Je vais vous dire ok, juste pour vous faire plaisir. Si Émilie le pense, c'est qu'elle a raison. Je suis désolé. Meilleure émission. Merci Émilie. On passe juste à Chelsea avant de passer à la petite surprise et le Fergie Time, évidemment, je n'oublie pas, c'est dans ma tête. Gentil, c'est cool. Alors sur Chelsea, avant qu'on parle d'Hakim Ziyech, juste rapidement, que pensez-vous de ce nouveau Chelsea, plus expérimenté, plus vieillissant? Alors, on a le retour d'Azpilicueta, on a le retour de Rudiger, qui n'est pas très âgé non plus, mais bon, c'est déjà Marcos plus âgé que les autres, et évidemment Marcos Alonso. Est-ce que Tuchel a trouvé une bonne formule en vieillissant un peu son effectif, en tout cas en vieillissant son 11 type du moins? Je pense qu'il a. Tuchel n'a pas perdu pour l'instant. En tout cas, il est invaincu effectivement. Après, c'est pas encore parfait, mais il y a du mieux par rapport au dernier match de Frank Lampard. Et moi, ce que je trouve d'assez impressionnant du côté de Tuchel, c'est qu'il a réussi quand même à se mettre dans la poche des joueurs qui, au départ, je me disais qu'ils étaient vraiment pro Lampard. Et un joueur comme Mason Mount, par exemple, moi, je l'ai toujours vu toujours soutenir Lampard, quoi qu'il arrive. Et là, Tuchel, il s'est mis dans la poche. Partout. Ouais, exactement. Partout où il est passé. Donc, il a réussi à mettre devant
un peu Werner en confiance. Et je pense que ça peut être une des clés de Chelsea, de peut-être compter un peu plus sur Werner en tant que joueur de surface et un peu moins joueur de côté. Valentin, est-ce que Tourelle a réussi à mettre en place un nouveau cadre, tout simplement? Enfin, un cadre... Je pense que en vieillissant son effectif, donc en apportant plus d'expérience, ça peut être intéressant, notamment pour des matchs à gros enjeux comme contre l'Atlético. Par contre, je pense que là où est son véritable défi, c'est d'arriver à concrétiser en fait les espoirs mis sur les recrues, Havertz, Werner et Chilwell. Mais la question qu'on peut se poser, moi je prends par exemple le cas de Havertz, il fait une bonne saison en fait à Bayer Leverkusen. Est-ce qu'il ne paye pas un peu le poids de son transfert? Est-ce qu'il est vraiment adapté à la Bundesliga? Werner il fait une bonne saison du côté de Leipzig, Chilwell il fait une bonne saison du côté de Leicester. Werner il n'en fait pas qu'une, contrairement à... Werner n'en fait pas qu'une, il est top saison qui part, tu vois. Plus confirmé Werner. Mais Werner au final ça sentait, c'était quand même, on se disait qu'il allait partir et sa bonne dernière saison avec Leipzig a couronné son départ, ce qui n'est pas le cas de Kai Havertz qui a fait on va dire une saison et demie. Parce que quand même avant cette saison-là il était quand même un peu connu déjà pour ses qualités un peu à la Draxler à l'époque. Mehdi, sur Chelsea, on a les grands gagnants et les grands perdants. Alors on l'a dit, les grands gagnants, Marcos Alonso, Rudiger et Azpilicueta. Les grands perdants, Ben Chilwell, Reece James et Hakim Ziyech. Et Kurt Zouma, moi je trouve. Et Kurt Zouma aussi. Bien sûr, c'est vrai, évidemment. Mais je trouvais que c'est terrible en fait, parce que j'aime beaucoup de joueurs. En plus, il a marqué des buts importants. Et il marque beaucoup. Et je trouve que sur le placement, enfin, sur l'aspect défensif, en tout cas, il a beaucoup progressé. Et sous Frank Lampard, je le voyais, on appréciait. Et je trouvais que c'était plus que légitime, plus que normal. Je me posais même pas la question. Aujourd'hui, il disparaît un peu des radars. Je trouve que c'est dommage pour lui. Et peut-être même pour Tuchel sur le long terme, parce qu'il y a pas mal de supporters qui le réclament, même si c'est pas eux qui font la loi évidemment. Après est-ce qu'il a réussi à trouver un cadre? Défensivement finalement il n'avait pas tant de choix que ça, tu vois. Il a fait un choix avec Kurt Zouma, mais Reece James à droite c'était plus que logique. Alonso il a fait un choix avec Chilwell, en plus recrue qui a eu peut-être qu'il lui fallait un peu plus de temps. Après t'as Thiago Silva, c'est un cadre, c'est juste logique qu'il soit là. Et Rudiger à côté, c'est peut-être une connexion allemande, même si c'est pas très formel comme argument. En tout cas, ça doit jouer. Voilà. Parce que donc c'est Werner, pas très formel. qui était pas du tout en forme, n'a pas été sorti du 11, contrairement à d'autres. Mais regarde Havertz, c'est aussi allemand et il y a l'exemple inverse. Parce que finalement, mais Havertz n'était pas dans le 11 encore. Pas encore. Sur l'aspect défensif, moi je trouve qu'il avait pas tant de choix que ça, donc ça n'a pas été un grand génie sur ça. Il a eu quelques choix à faire, il les a fait et voilà, ça marche, tant mieux pour lui. Mais sur l'aspect offensif, pour moi, il reste encore à prouver. Il y a encore des choix à faire, il y a encore des combinaisons à trouver. Et pour l'instant, il l'a pas fait. Et contre l'Atlético, en tout cas, il faudra le faire. Il a très peu de temps. Ça fait très peu de temps qu'il est là. Bien sûr. Mais c'est son grand défi, la Ligue des Champions. Émilie, qu'est-ce que tu penses des débuts de Thomas Tuchel? C'est un coach que tu connais bien. Est-ce qu'il s'est plutôt bien adapté à la Première Ligue? Écoute, oui, quand je lis, et en tout cas quand je vois ce que je vois, j'ai envie de te dire oui. Moi, Tourelle, c'est tout le temps en tout cas de l'expérience parisienne que j'ai eue, il faut le voir sur le long terme. Et par contre, je suis vénère parce qu'en arrivant, je suis venue en taxi et j'étais en train de lire un article que j'ai pas fini parce que je suis arrivée trop tôt sur Mendy qui explique exactement, que j'adorais. Parce que alors pour moi, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai découverte. C'est vrai? Ouais, mais pas du tout. Mais parce que je le regardais en Ligue 2. Enfin bref, on s'en fout. Mais du coup, t'es côté pépite et qui effectivement explique en tout cas le coaching de Tourelle. Et je suis arrivée, donc je l'ai pas lu. Voilà. Merci Émilie, écoute, je m'attendais à, tu sais... Du coup, j'ai pas compris, ça sert à quoi la slide sur Hakim Ziyech là? Alors bah écoute, on y vient tout de suite. C'est en régie. Juste du nationalisme. Non mais en fait, je vais t'expliquer. En régie, je leur ai tellement mis un coup de pression sur, vous êtes comme ça, sur le moment de mettre les images. Vous avez changé. Hein. Maintenant, ils sont carrés de fou, mais trop carrés, tu vois. Ils ont de l'avance. Mais c'est bien, on va en parler d'Hakim Ziyech. Le magicien ne peut plus faire le spectacle. Alors on l'a comparé Hakim Ziyech sous Frank Lampard et Hakim Ziyech sous Thomas Tuchel. Alors sous Thomas Tuchel, c'est pas glorieux du tout. 96 minutes jouées seulement après 6 matchs. Donc ça fait 9 matchs manqués au total pour blessure. 2 buts, 3 passes décisives sous Frank Lampard en 16 matchs, dont un but en Ligue des Champions. C'est pas des stats pharaoniques, mais c'est pas non plus scandaleux. Et surtout, avec Hakim Ziyech, Chelsea ne perd pas. Alors je sais pas s'il y a un lien de cause à effet. J'ai mis la stat quand même. 2 défaites face à Manchester City et face à Leicester, avec Hakim Ziyech sur le terrain. Est-ce que Chelsea peut se permettre de sacrifier un tel joueur, Yacine? Tu penses vraiment que c'est un joueur qui est décisif? Enfin, qui pourrait être décisif dans le jeu Chelsea. Parce que moi, je me pose la question, je me suis déjà posé la question quand il arrive à Chelsea. C'est vrai que il avait bien commencé et je pense qu'il surfait sur la vague. Il y avait déjà des articles qui sortaient comment Ziyech a transformé Chelsea. Je me souviens, SoFoot avait fait un papier et Eurosport aussi avait fait des très longs papiers en expliquant tout son impact. Donc du coup, moi, ça m'étonne un petit peu de le voir mis sur le côté. Après, sportivement parlant aussi, ces derniers matchs n'ont pas été glorieux, il faut être honnête.
il n'a Aussi. pas non plus montré qu'il méritait sa place. Et je pense aussi qu'il y a une question d'hygiène de vie. Je vais pas donner On peut en plus de parler. précision, mais je pense que non, mais je pense qu'il a du mal à récupérer de sa blessure et je pense qu'il n'est pas aussi bien préparé qu'il devrait l'être pour les joutes de Première Ligue. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je pense que on pourra faire un comparatif un jour avec Riyad Mahrez sur ça parce que il y a des éléments de comparaison. Mais c'est un joueur qui, si tu le prends à 100%, et c'est le joueur qu'il était en début de saison, c'est un joueur qui peut effectivement changer le jeu d'une équipe, techniquement, tactiquement, qui arrive à faire effectivement des gestes de magicien. Mais actuellement, je le vois pas dedans. Mentalement, il est pas dedans. Et sans trahir de secret, je sais qu'il va pas s'en sortir comme ça. Et sa dernière déclaration où il disait qu'il allait quitter Chelsea, il demande déjà un départ. Exactement. Il est incroyable. Ça c'est moi je respecte ça. Très mal entouré. Mais bon, moi je respecte parce que c'est un plus. joueur, quand il a choisi ses clubs, alors juste pour faire, je connais un peu bien le bonhomme, je le connais pas personnellement, vous avez compris, mais quand il voulait partir de l'Ajax, il avait des sollicitations de Séville, mais il voulait pas aller à Séville, qu'il le voulait absolument, mais pour lui Séville c'était trop petit. Et il y avait Rome qui était trop petit aussi pour lui visiblement. Il y avait le Bayern. Et le Bayern nous rappelait à 2-3 jours avant la fin du mercato, et il a fait non mais moi je ne suis pas un plan B. Donc il a un peu ce côté très égo. On te demande donc quand il signe à Chelsea, quand il signe à, c'est un autre débat. Mais quand il signe à Chelsea, on lui promet d'être la star de l'équipe, et il se rend compte que finalement, il y a aussi le côté sportif qui joue, qu'il y a les promesses, mais il y a aussi sur le terrain. Donc il se retrouve un petit peu bloqué. Est-ce que Tuchel a raison tout simplement de se séparer de lui? Alors on vous a mis un petit bandeau, on a fait un jeu de mots. Je rentabilise tous les jeux de mots dans cette émission. Waouh. Il y a des auteurs ici. Je sais pas. Moi j'aime bien. Merci. Du coup c'est Jeff. Vas-y tranquille. Oh. La critique cinéma. Alors je vais juste dire une chose. Dans tout ce plateau, il y a un seul mec qui l'a applaudi. C'est le plus mauvais en vanne. C'est Abdé Gomis, c'est le chef d'édition. Sache que c'est pas une fierté qui t'applaudisse. Là, je le taquine, il est très fort. Explique-moi, Moha, ça restera dans les annales. Sur Hakim Ziyech, vu que tu le connais plutôt aussi bien, Mehdi, que penses-tu de sa situation? Moi, je pense qu'au-delà de la blessure, il y a aussi un impact sur le mental avec la confiance qu'il a de la part de Tuchel. Sous Lampard, il a clairement senti que c'était un titulaire. Il est arrivé, Lampard le voulait. Et il y a eu un gros biais mis sur lui de la part des dirigeants de Chelsea. Il est arrivé avec un statut, il savait qu'il allait jouer, donc il était plutôt bien. Là, Thomas Tuchel arrive, il essaye des choses offensivement, comme j'ai dit juste avant, il n'a pas encore trouvé la formule. Peut-être qu'il en fera partie, peut-être pas, mais finalement il voit qu'il n'est pas titulaire indiscutable et ça peut aussi jouer sur le moral en plus de la blessure. Maintenant, si tu rentres avec des si et que potentiellement, il peut changer la face de Chelsea, ça c'est certain, mais il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Pour l'instant, il l'est absolument pas. Alors, Émilie, on finit avec toi. Est-ce que c'est un joueur que tu aimes bien, Hakim Ziyech, juste par son style, sa manière de jouer? Je ne regarde pas assez pour te donner mon avis. Alors moi j'ai un truc, c'est que si je ne regarde pas... J'aime bien l'honnêteté intellectuelle. Non, c'est très important. J'adore ça. J'aime bien quand les gens... Je ne vais pas donner mon avis. ne jouent pas. Seulement plus de gens pouvaient dire je sais pas en France. Exactement. Je préfère qu'on dise je sais pas qu'on invente. Donc si tu ne sais pas... Et c'est pour ça que t'as vu que je vous écoute, je prends tout. Et du coup après je vais aller faire mes recherches. Ah mais je suis une grosse si on sert à moi. ça me fait plaisir. Alors il nous reste 4 minutes. Alors, en 4 minutes on va faire le Fergie Time et le karaoké. Yeah. On va tout jouer en 4 minutes. Fergie Time, alors essaie de faire 1 minute, 1 minute 30. Je vais rapide. essayer de faire mon Mettez-lui l'image tout de suite, comme ça on commence. Point d'introduction. Très bien. Vas-y, à toi quand tu veux. Écoutez, je vous présente Willy Kamboala. Donc je vais vous expliquer, c'est une histoire particulière, c'est un conte de fées. C'est un joueur qui vient du Congo, qui est venu donc dans la région parisienne dans le 91, aux Ulysses très exactement, qui vient de la même région du coup et de la même ville que Anthony Martial. Bien sûr, Anthony J'habite juste à côté, Gif-sur-Yvette, on représente. Et l'histoire veut que... Tout de suite, donc toi tu veux juste me tuer ma rubrique. Pardon, désolé, pardon. Merci, parce que tu sais très bien où elle va figurer après. Bref. Donc en fait c'est un joueur qui vient des Ulysses comme Anthony Martial et il a joué donc au CO Ulysses, le club d'Anthony Martial, et à l'époque où il était U15, Anthony Martial a promis à son ancien club de les faire venir à Manchester United. Donc ils sont venus à Manchester United, ils ont passé un week-end là-bas où tout a été pris en charge par Anthony Martial et il est venu devant les 3 statues des joueurs de légende de Manchester United, que ce soit Bobby Charlton, Denis Law et George Best, et il a juré devant les 3 statues qu'il allait un jour jouer à Manchester United. Conte de fées, il a réalisé son rêve. Pour le profil, c'est un joueur qui est né en 2004 et pour l'anecdote, il est né le 25 août 2004, je suis né le 25 août, donc on a la même date d'anniversaire. Et ce joueur-là, c'est un défenseur central qui a énormément de qualités, notamment au duel, des qualités physiques, des qualités de rapidité et des qualités d'anticipation. Et j'avoue que s'il travaille sa relance, ça peut devenir un joueur qui est actuellement et qui est en train de péter du côté de la Première Ligue, qui s'appelle Wesley Fofana, qui joue à Leicester et qui c'est vraiment exactement le même profil. Donc je lui souhaite la même carrière, le même avenir, et on espère que le futur sera rouge pour lui. J'adore. J'applaudis. J'adore.
Je peux poser une petite question? Dis-moi. Il en est où dans sa progression? Groupe pro, pas groupe pro? Là, il s'entraîne avec les U23 de Manchester. Il a fait 2 apparitions. Lui, il est rentré en cours de match. Et là, prochainement, apparemment, le coach, j'ai lu une interview en anglais. J'essaie de faire la traduction. Et du coup, il compte sur lui pour la suite de la saison. Il y a de la place pour ça en défense. C'est un 2004, donc il a le temps. Ouais, je pense il a qu'il le a temps. une Mais Oui, il a il y a pas le de temps, place. encore. Manchester en défense. grosse marge de progression. Ok. Magnifique, on finit cette émission par un karaoké. C'est bien pour partir. Moi, Ah, j'ai qu'est-ce envie qu'on. Tu crois qu'Emilie va dire non? Émilie, Tu l'as qu'est-ce qu'on entendu? fait Vous pouvez tous partir, je Non, vais mais attends, chanter. par contre là, va pas dire je vais me renseigner, hein? Ah. Elle a pas besoin de se renseigner là. Là c'est bon, elle est au courant, Ça, elle je connaît les paroles sais. par cœur. Ça, je sais. Tu veux Ah, quoi comme Émilie, on fait chanson? quoi comme chanson? Choisis une chanson, là, celle Moi, que tu veux. je dis du Diams. Diams? Wow. Mettez-nous du Diams. T'as fait, on fait genre c'est pas prévu. Ouais. Ouais, vous avez On peut faire- Mettez du diable. J'aime bien, elle joue le jeu. Aujourd'hui, Bah oui. aujourd'hui, on est. Alors que si aujourd'hui, elle on avait est- dit ouais venez on met du Weshden, j'aurais dit oh la panique, on est foutu. Diams, Ouais, la c'est boulette, tu peux nous mettre les paroles s'il te plaît? Y'a Ouais. qu'Emilie qui les connaît. Non, Ah mais là du début. Non, non. on est deux. Génération, non, non. Ah, il va la mettre du début, il va la mettre du début. Allez, Merci et DJ on part Flo. sur ça. Je vous dirai au revoir en chanson. Ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais l'école. On m'a dit que t'aimais le rap. Voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard. Dans nos têtes. Alors moi, Je me la raconte, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais les codes. On m'a dit que t'aimais le rap. Voilà de la boulette. Sortez les briquets. Y'a comme un coup de haine quand je marche dans ma ville. Comme un coup de gêne quand je parle de ma vie. Comme un coup de greur chez les jeunes de l'an 2000. Comme un coup d'erreur quand je vois le coup de suicide. Fatigue au cou, ça te fait des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une bonne, me demande pas si je bac, j'ai le rap et j'ai l'embrasse, j'ai l'embrasse, j'ai le mat car j'ai l'embrasse. Y'a comme un coup d'attentat, comme un coup de Bertrand Cantat, comme un coup d'anthrax pendant l'entraque. Comme un coup de poulet que j'ai les beaux. Comme un coup de boulette sur les ondes. Ah là ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Valentin, fais-toi plaisir, voyons. Génération, Tu veux la carte de la timidité? Il était pas né le pauvre. T'es pas né. Ouais, c'est vrai, il était pas né. Aïe, Miskin. aïe, aïe. C'est cool. Génération, non, non. Coup de viol quand je marche dans ma ville, y'a comme un coup de Il a enlevé les paroles. Il a enlevé les paroles. en 2000, y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Va te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime ma vie. Moi j'aime la rire, les gens merdent Marie. Juste parce que ça fait zizir. On s'arrête sur ça. On emmerde Marie. On s'arrête sur ça. Exceptionnel, merci. De hasard, il n'y a que des rendez-vous. Saïd Hamda et son équipe vous donnent rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, retrouvez toute notre actu sur Twitter et Instagram.